Ça fait 200 ans qu'on essaye de nous bousiller. On est toujours là, hein. On tient le coup. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Est-on prêt à révéler ce que l'on gagne, le montant de sa fortune ou de son héritage, ou l'argent est-il encore le dernier des tabous ? Une fois de plus, ce soir, c'est à la lisière de la vie privée et de la vie publique que nous allons vous emmener. Mais tout de suite, je vous propose de regarder le sommaire en images. Appartements de luxe, voitures de rêve, avions de prestige. Qui sont ces heureux privilégiés qui font rêver les uns et rendent terriblement jaloux les autres? Des footballeurs comme Franck Leboeuf et ses amis Thierry Henry et Marcel Desailly? De jeunes créateurs de start-up comme Nick Hayes? De richissimes étrangers comme Madame Suzuki, la femme la plus fortunée du Japon? Des nobles comme Charles de Castres ou Florence de Bouillé qui fait visiter son château pour renflouer ses caisses? Ou des artistes comme Jean-Yann qui a tout croqué? Ou comme Philippe Bouvard qui, tout petit déjà, rêvait de devenir riche? Industriels, grands patrons, sportifs, nous allons essayer d'en savoir davantage sur ce qu'ils cachent le plus volontiers, leur fortune. Bonsoir à tous. Alors j'imagine que l'argent ne laisse indifférent aucun d'entre vous, quoique, on va le voir. Philippe Bouvard, alors vous avez fait une sacrée carrière à la télévision, à la radio, et vous ne vous cachez pas d'avoir gagné confortablement votre vie, pour le moins. Bon, vous savez, comme j'ai travaillé 2 ou 3 fois plus que la normale, si j'avais gagné moins que la normale, c'est que je serais encore plus bête que mes ennemis le disent. Bonne réponse. Franck Leboeuf, vous faites partie des héros nationaux. C'est gentil. Bah oui, évidemment, la Coupe du Monde, les Bleus, etc. Et pareil, vous parlez très très facilement d'argent. Oui, jusqu'à un certain niveau, oui. C'est-à-dire, quel niveau? C'est-à-dire, c'est vrai que j'ai encore un peu de mal à donner des chiffres. Pourtant, vous allez nous en donner tout à l'heure. On verra. Et vous auriez pensé gagner autant d'argent avec le foot? Jamais, parce que le foot, c'est pas pour moi une façon de gagner de l'argent. C'était une façon de me faire plaisir et de m'amuser en travaillant. Charles de Castres, alors vous avez le titre, mais pas d'argent. Non, pas particulièrement. Vous êtes même sans aucune fortune. Non, pas de fortune, hélas. Est-ce que vous êtes une espèce en voie de disparition? Oh non, je crois qu'il y a beaucoup de gens comme moi en France. Oui. Il n'y a pas de fortune. D'ailleurs, l'aristocratie n'a jamais été très alliée avec l'argent. Et vous n'aimez pas, vous, du tout, alors, parler d'argent? Non, ça, c'est un sujet tabou. Vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Nick Hayes, vous faites partie des jeunes qui lancent des start-up, futurs milliardaires? Peut-être, si j'arrive à faire gagner de l'argent à mes actionnaires, moi, dans le processus aussi, oui. Alors, vous pensez gagner le gros lot dans combien de temps, vous? Le gros lot, on ne pense pas au gros lot pour l'instant, on crée, on est au début, donc c'est pas quelque chose auquel on a une date précise de gros lot, on est plutôt dans une phase de création et de démarrage maintenant. Isabelle de Bardis, alors vous êtes la seule héritière à cette table, puisque vous avez hérité, vous, de l'entreprise, une PME, enfin une belle PME, 170 millions, moi je le dis, hein, là je vais parler chiffres. Le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires par an. L'entreprise de textile que vous avez hérité de votre père. Oui, tout à fait. C'est un chiffre qui n'est pas tabou, puisque parler du chiffre d'affaires de l'entreprise... Et personnellement, vous parlez facilement d'argent? Je n'en parle pas parce que je n'ai pas l'occasion d'en parler. Ce n'est pas un sujet tabou et en même temps, il y a des choses qu'on a du mal à faire passer ou à faire comprendre. Donc, parler des salaires facilement dans l'entreprise, c'est pas évident. Alors, en face de vous, pour vous répondre, Sylvie Angèle, bonjour. Psychanalyste, psychiatre. Oui. Oui, bonsoir. Gilles Legendre, alors vous dirigez, vous, le magazine Challenge. Oui. Et je crois que vous avez été le premier magazine à avoir publié le classement des grosses fortunes en France. Voilà, depuis 5 ans, le classement des gens les plus riches en France. Ils l'ont pris comment, en 2 mots? Ils le prennent de mieux en mieux. Et il y a 5 ans, ils le prenaient pas bien du tout. Donc les choses ont bougé. Les choses évoluent, oui. Jean Arthuis, vous êtes notre ancien ministre des Finances et de l'Économie, et aujourd'hui sénateur. Parler d'argent, ça vous amuse d'être avec nous sur ce plateau? Tout à fait. Ce soir? Tout à fait. C'est un tabou pour vous ou pas? Pas du tout. À titre personnel, j'entends. À titre personnel, ça n'est pas un tabou, et
quand vous êtes mêlé à la vie publique, vous avez en charge l'engagement de dépenses et l'argent est un instrument de mesure. Et puis, il faut mettre en recouvrement des impôts. Alors, ça, c'est moins drôle. Il faut en parler. Oui, on va en parler. Ça n'est pas ce qui est le plus simple. Jean-Yann, quand d'ailleurs il vous entend parler d'impôts, il a une mine grise. Jean-Yann, vous êtes notre... Une barbe grise, mais pas une mine. Les deux. Vous êtes notre invité vedette. J'ai du mal à vous présenter parce qu'il y a tellement de métiers que vous exercez. Donc, comédien, producteur, réalisateur, maintenant plutôt écrivain. C'est ça? C'est plutôt ce qui vous fait vivre maintenant? C'est avec l'âge, on est obligé d'arrêter de faire... je ne peux plus bouger beaucoup. Attendez. Arrêtez, on va avoir pitié. Non, mais parce que c'est vrai que quand on est acteur, on fait... Dans le monde actuel de la télévision ou du cinéma, on fait toujours des jeunes flics qui courent. Et à partir du moment où on a un certain âge, on fait le vieux flic qui court plus. Oui, donc mieux vaut écrire, c'est ça que vous dites? Alors, tant faire de ne pas bouger, autant écrire. Alors, vous êtes quand même, entre autres, l'auteur de l'inoubliable « Moi, il y en a vouloir des sous ». Je crois que je l'ai bien prononcé. Oui. Et alors, Jean-Yann, moi, je voudrais savoir, est-ce que, justement, des sous, vous en avez? Est-ce que vous en avez eu? J'en ai eu. J'ai pratiquement tout bouloté. Je pense depuis très très longtemps que je vais faire un gros coup et que je vais... Légal, et que je vais faire fortune. Et justement, à cause de l'âge, c'est de plus en plus mal barré. Et le gros coup, il serait de quelle manière? Mais vous savez, les gros coups sont les coups dans le spectacle auxquels on ne s'attend pas. L'argent, vous aimez? Beaucoup. Voilà une réponse claire. Ah, mais même, je vais vous dire... Ça démarre bien l'émission, d'ailleurs. Je vais vous dire, moi, très franchement, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai fait, c'est pour du fric. Je n'ai jamais fait jouer la moindre notion artistique. Arrêtez, ça, vous le dites. Ça, c'est votre vieux fond provocateur. Ah oui. Mais vous l'assumez. Ah, c'est formidable. Écoutez... Le délicieux parfum de l'oseille, c'est quelque chose... Je suis entièrement vénal, comme Jean-Yann, parce qu'il n'y a que l'argent qui aide à oublier qu'on n'est pas riche. Philippe Bouvard, je voudrais préciser que vous êtes un vieil ami, et d'ailleurs vice-versa, de Jean-Yann. Vous avez travaillé aux Grosses Têtes ensemble, mais surtout, vous êtes connu à l'école de journalisme. Oui. On peut dire un petit moment, quand même. Il en est sorti. Alors, vous aussi, vous dites, comme Jean-Yann, et vous ne vous en êtes jamais caché, que vous aimez l'argent. Ce qui est assez rare quand même en France, d'avoir des gens qui le disent aussi naturellement que vous. Vous savez, il y a deux schémas dans la société française contemporaine, où vous aimez l'argent, et vous essayez de le gagner vous-même, ou vous êtes un assisté. Moi, j'ai choisi la première solution, parce qu'il faut bien assister les autres. Comment ça? Vous l'avez fait par... allez... Là, vous exagérez. Par humanisme? Non, pas seulement. J'ai pris beaucoup de plaisir et j'en prends toujours dans le travail. Donc, le travail est pour moi une passion, un sport. Et ensuite, je pense à tous ceux que j'aiderais à vivre, notamment les 5 millions de fonctionnaires français, en payant mes impôts. Ah, c'est ça que vous voulez nous dire? Vous estimez que les impôts sont trop élevés? Oh, pas du tout. J'aimerais en payer encore davantage, bien sûr. Tout le monde, le peuple français entier, à part 3 ou 4 mères Teresa qui s'en foutent ou qui en ont besoin. On a cru d'ailleurs que c'est ce qu'il voulait nous dire. De toute façon, pour continuer leur œuvre, mais autrement, tous les gens aiment les sous. Alors, la seule chose qu'il y a, c'est qu'à un certain moment, on en fait gagner à des gens. Et quand on en fait gagner à des gens, il est normal qu'on en demande. Alors, puisque vous parlez facilement d'argent, est-ce que vous dites à combien vous... Non, je ne parle pas facilement. Ça y est. Pas du tout. On est en état de capitalisme honteux. Je suis comme tout le monde. Donc, honteux? La France vit en état de capitalisme honteux depuis 80, même depuis Giscard. D'ailleurs, le profit est devenu quelque chose de suspect. Philippe Bouvard, un jour, vous aviez d'ailleurs déclaré à un journaliste que vous payiez entre 1 million à 2 millions d'impôts et vous dites que vous avez eu la honte de votre vie après? Eh bien, oui, c'était... J'avais pas dit combien je gagnais, j'avais dit combien je payais d'impôts. Mais il y avait des futés qui ont établi un rapport entre les deux. Et le lendemain, j'ai lu dans l'Humanité qu'il était absolument honteux de payer autant d'impôts. C'est d'ailleurs la première fois que j'étais d'accord avec ce journal. Alors, vous avez toujours dit aussi que pour vous, c'était important de paraître.
Non, mais si on veut inspirer confiance à ses interlocuteurs, quand on fréquente professionnellement un microcosme aisé, il faut avoir au moins les apparences de l'aisance et il faut être de temps en temps la puissance invitante et pas toujours l'invité. Alors ça oblige à un certain standing. Mais sinon, vous avez toujours montré que vous aviez de l'argent? Je ne l'ai pas caché, en tout cas. J'ai beaucoup aimé les voitures. C'était une passion souvent unilatérale. Elles m'ont quitté prématurément. Quand vous dites que vous les avez beaucoup aimées, alors ça aussi, hein, vous l'avez toujours dit, on vous a même vu dans plusieurs journaux en photo avec les voitures de sport. Combien de voitures? J'ai eu 150 voitures. 150. J'ai fait un livre sur mes voitures. Vous avez toujours dit d'ailleurs que vous aviez vraiment des rêves de possession, vous. Non, je suis comme nous tous, j'ai des rêves d'enfant que j'essaie de réaliser dans l'âge mûr. Bon. Alors, les rêves d'enfant, c'était une voiture rapide, c'était une bibliothèque avec une grande échelle, parce qu'autrement, j'aurais pas dépassé le 3e rayon. Vous l'avez, la grande bibliothèque? J'ai la grande bibliothèque. J'ai plus la voiture, mais bon, l'important, c'est à un certain âge, c'est pas d'avoir, c'est d'avoir eu. Et là, arrêtez, vous allez nous faire pleurer. C'est un sacré duo que vous avez mis au point, je suis sûre, avant l'émission avec Jean-Yann. Parce qu'on voudrait se recycler dans le drame. Qui pensait que vous alliez me faire rire? On est au bord des larmes. Alors, Philippe Bouvard, pour poursuivre, la piscine. Oui. Rêve de piscine étant enfant? Rêve de piscine et surtout rêve d'apprendre à nager. Et je n'ai réalisé que le premier rêve. Oui, alors c'est-à-dire j'ai une piscine et je ne sais toujours pas nager. C'est la question que j'allais vous poser. Il y a un petit bain. Oui. Ça, c'est joli parce que c'est l'envie de voir la piscine, de l'avoir enfant, cette piscine. Oui, mais ça fait partie des symboles un peu primaires qui vient d'une enfance qui... Quelle enfance? Une famille sans argent? Avec un petit peu d'argent, mais... pas plus que les voisins, donc très peu. J'ai un souvenir à ce propos, parce que, vers 30 ans, j'avais déjà une petite situation, et un jour, j'ai invité dans ma nouvelle maison mon pauvre papa, et il a regardé tout ça, je lui ai montré ma piscine, j'avais une voiture toute neuve, et puis, il voyait que j'évoluais dans un cadre assez confortable. Et après le déjeuner, il m'a pris par le bras, on a fait un tour de jardin et il m'a dit « Bon, c'est très bien tout ça, mais au moins, t'as pas fait de bêtises. » Sylvie Angèle, en tant que psychanalyste, psychiatre, alors vous réagissez comment au fait que Philippe Bouvard réalise son rêve d'enfant? Il a la piscine, il ne sait pas nager. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Sur le fait qu'il ne sache pas nager, je pense qu'on peut encore apprendre et on apprend à tout âge. Mais ça, on pourra en parler en dehors. J'ai plein de projets. Voilà, mais là, je vous donnerai, j'ai des adresses. Bon. Je veux dire, ça, c'est formidable. C'est-à-dire qu'en effet, chacun d'entre nous a des rêves d'enfant et je crois que pour arriver à vivre bien, il faut toujours avoir des projets qu'on veut réaliser, de nouveaux projets et surtout faire ressurgir ces envies, ces rêves d'enfants pour essayer de les atteindre. Alors parfois, ce sont des grands rêves et parfois, ce sont des petits rêves et je crois que les gens vont bien quand ils arrivent à les réaliser. Jean-Yann, est-ce que vous avez les mêmes rêves finalement que ceux de Philippe Bouvard? Non, alors c'est une chose c'est très différent parce que c'est une chose qui navre les représentants de l'impôt. Je n'ai rien. Donc par conséquent, on peut difficilement me saisir. Bon, allez. Mais vous avez tout dépensé. Voilà, non, j'ai tout bouffé. Oui, mais ma question, est-ce que vous avez tout dépensé comme Philippe Bouvard, en voiture, en vivant bien? Non, pas du tout. Non. Moi, j'ai des voitures de location, j'ai pas de voiture à moi. J'ai pas d'appartement, je loue, et souvent des choses en meublé. Donc qu'est-ce que vous avez fait de votre argent si J'ai pas discret? monté des coûts qui se sont ramassés, je l'ai réinvesti dans le spectacle, j'ai perdu beaucoup d'argent dans le cinéma. Mais vous avez toujours mal vécu, vous? Non, ou toujours très bien. J'ai toujours très bien vécu. Mais grands restaurants, des fêtes, Non, pas grands restaurants, bons restaurants. De toute façon, monsieur Artus sait très très bien que dès qu'on fait un film, on passe en frais généraux la totalité de la bouffe. Hein.
dire. Ça, c'est pour... Il ne peut plus rien, mais c'est pour celui qui est en fonction maintenant, c'est bien. Tout le monde le sait, la production française fonctionne uniquement là-dessus. Bon, et moi, j'ai mis des sous à spectacle. J'en ai pas gagné beaucoup. J'aurais pu en gagner beaucoup. Je me suis arrêté quand ça me fatiguait. Je ne fais que ce qui me plaît. Et j'ai passé beaucoup d'argent dans les avions et beaucoup d'argent dans des endroits. J'ai fait à peu près 40 fois le tour du monde. Donc, vous êtes un homme heureux. Je fais le tour du monde des palaces. Je trouve que c'est plus agréable que d'avoir des maisons et machin. Et on peut pas les impôts ne peuvent pas saisir les souvenirs. Donc, voilà, c'est ça que je trouve intéressant. Philippe Bouvard, vous n'avez pas accepté que l'on vienne filmer chez vous? Non, pourquoi? Alors pourquoi? C'est moi qui vous pose la question. J'accepterai le jour où je verrai comment vous vivez. Mais il faut me poser des questions, il faut me le demander. Mais je suis venu pour ça. Alors justement, allez-y. En tout cas, quelqu'un a été très gentil, a accepté que l'on aille filmer chez lui. C'est le couturier Azzaro et on regarde le reportage. Si le tabou autour de l'argent tombe peu à peu et que la clientèle du luxe évolue, difficile encore de savoir à combien se chiffre réellement la grande vie. Pour commencer à y voir clair, direction un des quartiers les plus chics de la capitale où un hôtel particulier vient de se vendre. C'est celui du célèbre couturier Loris Azzaro. Ça, c'est le salon. Il y a beaucoup de choses dans l'argent parce que j'aime l'argent, parce que ça brille et j'aime tout ce qui brille. La salle à manger est en boiserie. J'ai trouvé des boiseries qui sont des boiseries 18e. Je les trouve un peu clinquantes, mais je m'y suis habitué et maintenant j'aime bien. Mon père avait une expression que j'aimais beaucoup. Il disait « le luxe, c'est toujours mieux que rien ». Ça, c'est ma chambre et c'est la pièce que je préfère parce que là, je suis le créateur absolu. Je dis que c'est la chambre du paresseux, c'est-à-dire, j'ai 12 boutons ici. Le luminaire que vous voyez là-bas est un écran de télévision. Les rideaux se ferment électriquement. Là derrière, il y a en tout 370 mètres carrés plus 200 mètres carrés de terrasse. Il est confortable. C'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, je vis seul. Et celui-ci est même un peu trop grand pour moi tout seul. C'est la raison pour laquelle je vais en prendre un peu plus petit. Je l'ai vendu et j'en ai acheté un autre. J'en ai acheté un avant d'avoir vendu celui-ci. J'en ai acheté un le 25 mai, le 26 mai, il y avait les maçons. J'ai signé le 25, le 26, il y avait les maçons. J'ai tout cassé. Et vous l'avez vendu combien, pour être indiscrète? Ça ne doit pas se dire, ça, à la télévision. Je l'ai vendu suffisamment. Parler de son argent, ce n'est donc pas encore évident. Mais Eliane Aubry est agent immobilier et pour elle, le prix du luxe n'a pas de secret. Alors à combien notre spécialiste estime cet appartement? Ça, c'est difficile. Je ne sais pas si M. Azzaro me permet de parler. Non, moi, je vous permets de l'estimer. Ça ne veut pas dire que ce sera le prix que je vais en obtenir si je le vends. Vous avez tout à fait l'autorisation de l'estimer. Vous êtes agent immobilier, vous venez voir cet appartement, vous dites à combien vous pensez pouvoir le vendre. C'est facile. Écoutez, avec les atouts qu'a cet appartement, c'est-à-dire aussi bien la vue, la terrasse, l'exposition, ses volumes, je pense, moi je l'estime à 25 millions. Quand on a beaucoup d'argent et que l'on cherche la perle rare, en général, on ne lésine pas sur le prix et c'est la raison pour laquelle il y a des appartements qui peuvent atteindre 50 millions. Il est formidable, non, parce qu'il... J'ai bien fait de ne pas vous laisser visiter mon modeste intérieur. J'aurais eu l'air de quoi avec mes volets qui s'ouvrent à la main? C'est ce que vous inspire le reportage? Non, mais c'est formidable. Seulement, bon, il est vendeur, quoi. Il y a une raison. Ce qui est amusant, c'est qu'Azzaro, finalement, montre le luxe, mais ne parle pas d'argent, ne dit pas.
Mais j'achète pas, hein, c'est trop cher. C'est trop cher pour vous? C'est beau, mais c'est un peu chargé quand même. Jean-Yann, comment vous réagissez, vous En voyant l'appartement de zéro, je n'aurais pas mis l'ours, déjà. Est-ce que vous êtes choqué qu'Azzaro parle aussi facilement et montre le luxe dans lequel il vit? Je ne suis pas choqué qu'il montre Parce le que luxe dans c'est lequel bien en il vit. même Moi, temps, je n'habiterais pas là-dedans. Oui, Bon, non, mais ça, c'est une un affaire de premier goût. point. Mais pour autant... Je ne suis pas choqué qu'il montre ça, puisqu'il est rue du Faubourg Saint-Honoré. Il vend des toilettes qui sont des toilettes à 80 000, 100 000 francs à des dames qui viennent les acheter. Il est prêt aussi. Oui, il y a beaucoup de dames oui, il est là-haut. prêt. Donc, par conséquent, il faut qu'il peut pas avoir une petite boutique dans le sentier. Hein, c'est pas obligé d'avoir une façade qui est la façade d'Hermès, c'est pas la même qu'un petit bijoutier de Saint-Pardoux-en-Gâtine dans les Deux-Sèvres. Gilles Legendre, est-ce qu'un reportage de cette sorte, vous pensez qu'il aurait été possible il y a 5 ans? Moi, je crois que oui, parce qu'il est, comme disait Jean-Yann, il appartient à une profession qui doit se montrer. Il se fait sa publicité. Comme disait Bouvard tout à l'heure, il vend son hôtel particulier aussi. C'est quand même beaucoup. Vous pensez que c'est pour ça qu'il nous a acceptés? Moi, je pense que c'est quand même... Attendez, je pense que vous aurez d'ailleurs une petite commission. Ah, bah, écoutez... Là, vous exagérez. Ça coûte très cher de passer des petites annonces immobilières, vous savez. Passer à la télévision avec l'image en plus, c'est quand même extraordinaire. Sérieusement, vous pensez qu'à ce prix-là, il a besoin de ça? Non, je pense qu'il est dans un métier où il faut qu'il fasse vivre un mythe autour de lui. Et la richesse n'est pas du tout un obstacle au mythe, au contraire, elle y contribue. Moi, j'ai ouvert la maison aux caméras à Londres. Et j'avoue qu'après coup, ça m'a gêné. Ça m'a gêné parce que je l'ai fait pas en pensant exposer, parce que c'était pas quelque chose que je voulais faire. J'ai pensé à, je sais pas, je pense qu'il y a un rêve que les gens d'une certaine classe sociale font rêver d'autres personnes et que de voir, puisqu'on voit que on est suivi dans les magazines People ou dans certains magazines, que les gens se jettent chaque semaine sur des magazines pour voir ce qui se passe. Surtout pour vous depuis la Coupe du Monde. Voilà, exactement. Et moi, en fait, quand j'ai suivi l'élan, je me suis aperçu que c'était une erreur, que j'aurais pas dû le faire. Donc là, j'ai tout arrêté, j'ai fermé. J'ai fait même installer des volets à la maison pour pas, parce qu'en Angleterre, il n'y a pas de volets. Carrément, vous êtes passé... Électrique ou non? Électrique, ouais. Mais vous êtes un peu paranoïaque là maintenant. Ouais, non, mais c'est vrai que j'ai compris mon erreur et je me suis dit c'est terminé, j'ouvrirai plus les portes de ma maison. Bon, c'est même pas une maison, c'est même pas la maison de mes rêves, parce qu'après on parle d'intimité ou pas. C'est une maison que j'ai achetée, c'est plus un investissement qu'autre chose. Et puis je me suis dit bon, après je vais la vendre et la maison de mes rêves, de toute façon personne ne la visitera à part mes amis. Jean Arthuis. Qu'une personne privée dise ce qu'elle gagne, c'est son problème. Et à la limite, moi, ça ne m'intéresse pas. En tant qu'homme politique, ma seule préoccupation, c'est de faire en sorte que ce qui est public, l'argent public, réponde à toutes les exigences de transparence. Et puis le reste, c'est l'affaire de chacun. Philippe Bouvard, donc je reviens à vous, vous avez donc la bibliothèque de vos rêves, la piscine, vous avez eu les voitures. Oui, c'est fini. Et puis mon dernier rêve, vous l'avez exaucé, c'était de bavarder avec vous. Ah, formidable, merci Philippe. Et plus concrètement, le jet privé. Ah non, pas du tout, j'ai horreur de l'avion. Alors attendez, pourquoi? Alors attendez, parce que vous allez voir que maintenant, la dernière panoplie quand même de l'homme riche, c'est ça. Une autre façon de dépenser des millions, c'est de se déplacer en jet. Nous sommes à l'aéroport du Bourget. Ici, des dizaines d'avions privés décollent et atterrissent chaque jour. Ben, tenez, voilà, ça sonne justement. Donc Philippe va vous faire une démonstration en temps réel. Bien, vous souhaiteriez demain soir à Dubaï, donc un décollage de Paris à quelle heure, monsieur? Je ne sais pas ce qu'il a demandé comme type d'avion. Si c'est un Falcon 2000, il doit y avoir à peu près un aller-retour de 15 heures de vol à peu près. Bon, ben, vous faites 15 heures de vol par 32 33 000 francs à peu près. Ce qui nous fait environ 500 000 francs pour un simple aller-retour. 80 à 90% des avions sont la propriété de gros groupes industriels. L'anecdote serait de dire que 2-3% appartiennent à des propriétaires qui vont aller au Golfe. Nous transportons aussi des chefs d'État. D'ailleurs, il y a le président de la République française. Et ce genre d'appareil, je dirais que le coût de base, c'est autour de 40 000 francs de l'heure de vol. Si vous voulez l'acheter, vous savez, c'est très difficile de donner le prix d'un avion comme ça parce qu'il y a, qu'est-ce que je peux vous dire, peut-être 30-35 millions de dollars à peu près. Mais tout ça, ça va dépendre des équipements qui vont être à bord de l'avion. Ça va dépendre aussi de l'aménagement qui va être fait intérieur, au point de vue de la qualité des cuirs, au point de vue des bois. Il y a des clients qui ont demandé des robinets en or.
Vous voyez, c'est assez, on peut dire luxueux, il ne faut pas se cacher les mots, c'est de la loupe d'or en général. Alors là, si vous voulez, donc ça c'est le centre, je dirais, repas. Hein. Donc cette table se déploie et nos 4 convives, même un 5e qui peut s'installer dans ce siège-là qui est à côté, hein, donc vont dîner tranquillement ou déjeuner tranquillement, l'hôtesse leur apportant tout ce qu'il faut. Le client qui nous a commandé ce vol, qui nous a acheté ce vol, eh bien, il est en droit d'attendre le maximum. C'est-à-dire qu'il va avoir en général choisi ses vins, à choisir son champagne, ses cigares, sa presse, sa vidéo. Le caviar, on peut en parler, mais enfin c'est un peu banal. Et nous sommes tenus de donner le top dans tous ces produits. Aujourd'hui, plus question de cacher sa fortune ou de laisser sa Rolls au garage. Nous sommes chez un des plus grands concessionnaires de la capitale. Ici, le prix d'une voiture neuve se compte en millions et ça se vend comme des petits pains. Ah, il n'y a pas les parapluies là? Dommage. On aurait montré les parapluies. Normalement, on s'est livré toujours avec 2 parapluies Bentley. On les enlève parce qu'on se les fait piquer. Pour une voiture comme ça, il faut compter à partir d'1,5 million. Après, ça dépend des options que le client va choisir en fait. Alors cette voiture, elle a à peu près toutes les options qu'on peut avoir sur une Rolls-Royce. C'est une Rolls-Royce Silver Pure. Donc là, vous avez la tablette pique-nique qui est en loupe. Bon, ça, c'est une option qui est de l'ordre de 15 à 18 000 francs en fonction du bois qu'on choisit. Vous avez donc la vidéo qui se situe dans les appuis-têtes, là, avec le système qui est là. Et là, vous avez le bar. Alors, vous avez le même bar de chaque côté. Et ça, c'est une option qui est de l'ordre de 40 000 francs à peu près. Vous avez le frigidaire. C'est évidemment un petit frigidaire, mais enfin, ça permet de mettre quelques bouteilles de champagne au frais, notamment. Les gens ne se cachent plus. Les gens ne cachent plus leur voiture le week-end dans leur garage. On rencontre des gens plus jeunes. Donc ça, c'est assez amusant. Et puis surtout des gens qui assument leur argent, des gens qui sont ravis de se faire plaisir. Et ça, je pense que c'est notamment en France quelque chose d'assez nouveau, puisque c'était plus une démarche anglo-saxonne. Qu'on dépense 300 000 francs pour aller jouer par exemple au golf, vous auriez été capable de cela? Vous pourriez le faire ou pas? Jouer au golf? Non, dépenser 300 000 francs pour aller jouer au golf, c'est-à-dire vraiment claquer. Pour aller oui. Oh non. Non. Oh non. Franck Leboeuf. Moi, je l'ai pris une fois. J'ai pris une fois l'avion privé à mes frais pour passer un week-end pour voir mes enfants quand j'étais à Londres, qui étaient en vacances dans le Midi. Donc pour moi, c'était pour gagner du temps. Je l'ai fait une fois, ça m'a coûté une fortune. Je pense que pour passer 2 jours, ça coûte une fortune. Mais pour moi, c'était indispensable. C'est pour ça que je suis content de gagner de l'argent. C'est que je peux me permettre de vivre des choses et de dire, voilà, j'ai mes enfants qui sont à 2000 km, j'ai envie de les voir pour un week-end. Je commande l'avion privé, je vais les voir. Quand on n'en montre pas vraiment, quand on ne donne pas accès par exemple à son appartement ou qu'on ne donne pas accès à ses voitures, est-ce que c'est parce qu'on a peur du fisc? Non, il y a un mur de la vie privée qu'on construit soi-même. Et moi, je suis pour empêcher les professionnels de l'indiscrétion, dont j'ai fait partie d'ailleurs, de l'escalader, parce qu'il faut... C'est bien de le rappeler. Oui, il faut garder un jardin secret. Et dans un jardin secret, on ne fait pas entrer tout le monde. Ce qui me frappe tout de même, c'est que, contrairement à ce que disait tout à l'heure Philippe Bouvard, je ne pense pas que le capitalisme soit honteux en France. Je pense qu'il est en train d'évoluer extrêmement rapidement et qu'au contraire, l'affichage d'une certaine aisance ou d'une certaine réussite qui passe par l'affichage d'une certaine fortune est en train de progresser. Et que ça se fait beaucoup sous l'influence d'une génération montante de créateurs d'entreprises, on en a ici, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui eux sont décomplexés et qui considèrent que bien gagner sa vie quand on a pris des gros risques est quelque chose de légitime. Simplement, on est dans une société dont les fortunes évoluent et progressent à une rapidité invraisemblable, inouïe, comme probablement ça n'a jamais été le cas. Nous, on suit une sorte de panel des 500 personnes les plus riches en France. En 99, les 500, la totalité des fortunes progressait de 50% par rapport à 98. Je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est-à-dire 50% de plus en patrimoine. Et dans le même temps, dans ce pays, il faut quand même le dire aussi, les gens pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Alors, je ne vais pas faire pleurer Margot, ce n'est pas le but de cette émission, mais il y a une sorte de fossé qui se creuse entre les fortunes des gens riches qui sont de plus en plus importantes et les situations des gens modestes qui sont de plus en plus précaires.
Justement, Jean Arthuis. Alors aujourd'hui, vous êtes devenu sénateur de la Mayenne. Mais lorsque vous étiez ministre des Finances, est-ce que, par exemple, quand vous voyiez ce genre de reportage, il vous arrivait d'épingler et d'envoyer quelqu'un du fisc ou de voir des signes extérieurs de richesse? Non. C'est vrai qu'il y a dans nos lois des dispositions qui concernent les signes extérieurs de richesse. Pour que ceux qui sont chargés de vérifier les revenus des personnes puissent s'assurer qu'il y a adéquation entre ce qu'ils affichent, en quelque sorte, et puis ce qu'ils gagnent. Ça fait partie... On sait que ça arrive. Quand vous me dites non, on sait bien que ça arrive, parce que beaucoup de gens ne veulent pas, parce que tout à coup, on voit une superbe voiture, un tableau de maître, etc. Oui, mais permettez-moi de vous dire que les éléments d'évaluation forfaitaire... n'ont rien à voir avec ce reportage. Enfin. C'est juste une question précise. Est-ce que jamais, lorsque vous étiez ministre des Finances... En tant que ministre, je ne me suis jamais occupé de cela. C'est vraiment jamais personne ne s'est fait épingler à la suite d'un reportage, une photo, de choses comme ça? Pas à votre connaissance. Pas à ma connaissance. On ne devait pas tout vous dire, alors. Il y a pas, alors ça vous est arrivé? Non, mais je connais beaucoup de cas où il y a eu au moins, sinon des redressements, au moins des contrôles à partir d'un signe extérieur. Je voudrais demander tout de suite à Jean-Yann, parce que ça me reste en mémoire. Je crois que vous avez eu, vous, un problème avec le fisc. Non, on a beaucoup raconté ça. Mais à la suite d'une photo. Oui, à la suite d'une photo. Parce que je suis parti aux États-Unis et que je suis parti en 79. Donc les gens ont confondu 79, 80, 81. On a pensé que j'étais parti en 81 parce que les socialistes prenaient le pouvoir et que je me tirais pour cacher les sous. Non, c'est pas vrai. J'ai eu un contrôle, c'est vrai. J'en ai un autre en ce moment d'ailleurs. Alors le monsieur qui m'a fait venir avait Match sur sa table. Enfin, il n'avait pas que Match, il avait un gros dossier avec des photos, des tas de choses. Évidemment, Match, un photographe était venu à Los Angeles. On m'avait photographié au bord d'une piscine avec un très gros cigare. Alors il m'a dit, écoutez, voilà, je voudrais des précisions sur cette maison avec piscine. Alors je dis, cette maison... Et surtout le cigare. Voilà, cette maison avec piscine est la maison d'un ami. Le type est venu pour faire des photos. J'ai pas de maison et j'ai pas de piscine. Donc on a cherché une maison de milliardaire avec une piscine de milliardaire pour faire la photo. Et comme on voulait le cigare, on a pris ce cigare. Et il m'a dit... mais vous avez quand même les moyens de fumer des cigares comme ça. Et je dis, monsieur, vous n'avez aucun goût. C'est un cigare à chier qui coûte $2. Et si vous vous y connaissiez en cigare, vous sauriez, à la vue de ce cigare, que c'est les cigares blancs qu'on distribue à l'armée. Seulement, on a mis ces cigares-là parce que c'est plus gros, alors ça fait plus chic. Bon. Tout de suite après, il m'a d'ailleurs dit un truc qui m'a un peu déplu. Il m'a dit, mais vous vivez bien, regardez, moi, j'ai une chemise... Non, c'est-à-dire qu'il m'a dit, vous achetez des jolies choses. J'ai dit, oui, ça m'évite d'avoir une chemise reprisée comme la vôtre. Et alors, bon, on est parti dans un domaine qui était un domaine qui devenait ennuyeux pour tout le monde et gênant. Mais, si vous voulez, le problème ne se pose pas comme ça. Je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'était vraiment des mauvaises langues, Jean-Yann. Ce soir, vous nous dites, vous n'êtes jamais parti à cause du fisc. Non, jamais parti. Mais si j'étais parti à cause du fisc, je ne serais pas parti aux États-Unis, qui est loin d'être un paradis fiscal. Je serais allé aux îles Caïmans, je serais allé n'importe où, on les connaît tous. Il y a des bouquins sur les paradis fiscaux. Je ne vois pas pourquoi je serais parti là-bas, ou le fisc américain. Vous nous certifiez que c'est dangereux d'être pris en photo à côté d'une piscine. Oui, je dis que je dis qu'il y a actuellement, tout le monde le sait, une brigade qu'on appelle la brigade des Mercedes, qui est composée de gens, je pense que M. Artus la connaît. Ce sont des gens qui sont dans des voitures, qui sont devant les restaurants, devant chez Taïwan, devant les grands restaurants de Paris, Lucas Carton, chez Ducasse, et qui attendent de voir sortir vers 10h, 11h du soir un monsieur avec une jolie dame. Le monsieur sort, il l'emmène dans sa voiture. La voiture, généralement, s'il est venu dans ce genre d'endroit, c'est que c'est une Mercedes, une Rolls, une belle bagnole. Il raccompagne la dame, les gens avec la voiture suivent. Si le type l'emmène chez lui, bon, c'est peut-être sa petite femme, on va vérifier. C'est la brigade des mœurs, ça, non. Vous croyez qu'il confond, si là? On l'emmène ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le lendemain, ou 2 jours plus tard, ou après quelques jours, l'administration des finances va vérifier l'addition.
et va vérifier si l'addition a été passée dans la société ou pas dans la société. Je vous arrête parce que je vois Jean Arthuis dire non. Ah, mais vous n'êtes pas d'accord? Il peut y avoir des vérificateurs qui ont des moyens très personnels de flicage, en quelque sorte. Enfin, n'allons pas considérer que c'est là une méthode de l'administration. Si vous avez des cas précis, je suis prêt à voir ce qui a pu se passer, mais vraiment, c'est pas... Moi, je n'en ai pas, c'est Philippe Bouvard. L'administration fait bien son boulot, mais moi, je critique pas ni les impôts ni l'administration. Je dis simplement, nous sommes dans une situation qui est une situation où quelqu'un a parfaitement tous les droits de savoir ce que vous avez fait. Donc, par conséquent, qu'est-ce que ça vous oblige à faire? Ça vous oblige à prendre des précautions pour pas être pris. Alors, vous allez inventer des tas de choses, et la chose la plus importante et la plus intéressante est d'aller trouver un ancien inspecteur des finances qui est devenu comptable et qui, pour de l'argent, va vous donner toutes les combines qu'on doit faire pour ne pas payer d'impôts. Et vous le savez très bien. Attention, il est ancien expert comptable, vous le savez. Moi, vous êtes sénateur, vous avez choisi autre chose. Attendez. Bien que vous c'est votre premier métier, Jean Arthuis. Ce n'est pas lui dont vous parliez. Non, mais pas du tout. Non, on a tous des gens qu'on a rencontrés. Nous vivons dans un pays qui pratique un niveau de dépenses publiques très élevé et donc un niveau d'impôt très élevé. Je pense que la vraie solution, ce sera de comprimer ses dépenses et de comprimer ses impôts pour éviter la tentation d'aller ailleurs ou d'en passer une partie. Mais il n'a rien passé. Moi, j'ai jamais passé une partie. Non, mais c'est quand même pas mal de lutter contre la fraude fiscale, non? Si nous sommes dans une société... heureusement, oui, bien sûr qu'il faut lutter contre la fraude fiscale. Avec des principes, une république. C'est le principe de la République, oui. Ce qui est au cœur de la République, c'est probablement la répartition de l'impôt. Philippe Bouvard. Je pense qu'il y a d'autres motivations pour la discrétion que le souhait d'échapper au fisc. La sagesse populaire dit il vaut mieux faire envie que pitié. Ça reste à démontrer. Et d'ailleurs, les réactions des gens sont assez curieuses. Je prends un cas que je connais bien, qui est celui des voitures. Bon, vous prenez une voiture de luxe, qui est par exemple une Rolls, une Bentley, et qui vaut, je dis n'importe quoi, 500 000 francs. Bon. Les gens dans les quartiers populaires peuvent réagir assez mal parce qu'ils se disent il y a là trop d'argent et nous on n'en a pas assez. Vous venez avec une Ferrari qui vaut 2 fois plus cher. Ils disent oh la belle bagnole, hein. Oh là là, ça doit aller vite ça. Parce que vous êtes dans le mythe de la voiture de sport et vous n'êtes plus justiciable des mêmes critiques. Charles de Castres. Alors vous êtes issu d'une très grande famille. Oui. Duc de Castres. Qui était écrivain, oui, académicien, et le général qui était à Dien Bien Phu. Voilà. Vous êtes écrivain aussi. Oui. C'est comme ça que vous gagnez votre argent? Oui, en partie. En partie. Alors vous devez être absolument horrifié par tout ce que vous venez d'entendre, de voir, puisque vous, dans vos livres, vous dites tout le temps que d'abord, vous n'avez pas de fortune. Je n'ai pas un rond. Effectivement, c'est très triste, je n'ai pas un rond. Mais je m'en porte pas si mal que ça, je survis. Et deux, vous dites que vous méprisez alors totalement l'argent. C'est pas qu'il y ait du mépris, c'est qu'en fait, l'ancienne noblesse dont je suis issu ne connaissait pas la société de classe. Dieu vous avez mis là, donc vous aviez le pouvoir. Et l'argent, en fait, c'était quelque chose qui ne comptait pas dans la position sociale qu'on avait. Mais depuis, l'argent est arrivé, et l'argent est l'ennemi de la noblesse. Vous auriez de l'argent? Oh, je serais ravi. Ah bon, d'accord, que ce soit clair. Mais je n'en parlerai pas, c'est tabou. Mais vous pouvez vendre votre titre, il paraît que ça vaut cher. Non, ça ne se vend pas. En Allemagne, ça peut se faire. C'est une offre, Philippe Bouvard. En Allemagne, ça peut se faire puisque le titre fait partie du nom de famille. Je reviens sur le fait donc de l'argent tabou. On sait très bien que pour les aristocrates... On est handicapé du fric. Alors, le sexe est tabou. On ne parle pas de sexe. On n'en parle pas, mais on pratique. Ça, je vous le souhaite. J'ai envie de dire. L'argent... On n'en parle pas, mais on pratique aussi. Oh, dans la famille de France, on a beaucoup parlé d'argent. Et on continuera à en parler. Mais pourquoi c'est tabou encore maintenant? Vous avez quel âge? 36 ans. 36 ans, allez, vous pouvez donner votre âge quand même à cette table. Alors, on imagine qu'autrefois c'était tabou, l'argent sale et tout. À 36 ans, ça continue à être tabou. Vous auriez de l'argent, vous n'en parleriez pas? Ça serait difficile. Par exemple, dans un entretien d'embauche, la question qui tue,
des gens de mon éducation, c'est combien valez-vous? Combien estimez-vous votre poste? Alors là, on est foutu. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais... Handicapé, trisomique de l'argent. Vous ne pouvez pas dire je souhaiterais avoir tant. Ah, je peux pas. Je peux pas, c'est une question d'éducation, je ne peux pas. Alors vous êtes quand même, comme on dit, mal barré, parce que comment vous allez faire? Il faut que je on élude le problème. À votre avis, cher monsieur, combien vous proposez? C'est horrible. C'est un cauchemar. Vous avez du mal à trouver du travail, c'est pour ça que vous écrivez. C'est comme Jean-Yann qui, après le cinéma, dit « Maintenant j'écris », mais vous, c'est pareil, c'est trop dur d'aller au charbon. Bon, le droit d'auteur, c'est rien du tout. C'est une misère. Alors, vous dites aussi que vous vous habillez, alors ça, je ne sais pas si c'est parce que vous n'avez pas d'argent ou si c'est par provocation, mais que les vêtements, ça vaut cher et que quand même, finalement, on vous lègue. Parce qu'il y a suffisamment de morts et je m'habille cadavre. Vous habillez cadavre. Oui, je veux toujours chercher. Dès qu'il y a un vieillon qui meurt, qui est à peu près ma taille, je passe avant le secours catholique et je m'habille. Ça, c'est le secours. J'ai sauvé ça, le secours catholique. Vous voyez un clochard habillé en Dior? Non. Moi, ça va beaucoup mieux. Donc, je trouve très discriminant tout à coup. Mais c'est pas pratique du tout parce qu'il fait froid dans la rue. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? C'est monstrueux, je sais. Et vous assumez ça? Très bien. Et ça, c'est noble comme sentiment de dire, vous voyez un clochard habillé Dior. Moi, j'ai récupéré une superbe jaquette pour le prix de Diane. Vous voyez, qu'est-ce qu'il ferait d'une jaquette, le pauvre clochard? Moi, je suis ravi, comme ça, je vais au prix de Diane, j'ai l'air convenable, ça me sied bien, et ça ne m'a coûté 0 centime. Donc, il vous faut quand même, alors là, vous êtes un peu gonflé, parce qu'il vous faut quand même les signes extérieurs d'un certain luxe. Oui, mais là, j'ai rien payé, c'est ça qui m'amuse encore plus. C'est que j'ai des signes, vous êtes mais sans pervers, dépenser. Là, dans ce que vous dites, c'est de la perversité. Je suis pervers. Il assume tout, hein, c'est formidable. Même... Mais monsieur est coincé. Non, il est coincé par son titre. Et par ses origines, il est coincé. Pour un travail ou même pour s'habiller, il est obligé de suivre un certain plan. Je vais quand même m'habiller chez les couturiers. Mais non, moi, ce qui m'agace, c'est dépenser de l'argent quand je pourrais ne pas en dépenser. C'est peut-être le côté écossais du côté de ma mère qui ressort. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut thésauriser, on le garde. Oui. Donc vous êtes radin. Non, parce que quand j'ai de l'argent, je suis content de le partager avec des amis. Ben, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et quand il y en a, on va s'acheter une bouteille de champagne, fromage de chèvre, et on invite une quinzaine d'amis. Tu sais, pour 100 balles, je peux nourrir 15 personnes. Hein. 15 personnes pour 100 francs? Oui, on se débrouille. Comment vous faites? Bon, écoutez, on fait des choses dégueulasses, genre curry, d'acheter du poulet à 30 francs le kilo, du riz basmati. Il reste toujours des choses dans le frigo aussi. Non, c'est dans la cave. De la viande froide, généralement. Il descend à la cave. Là, vous qui êtes un provocateur né, Jean-Yann, quand il parle de la façon dont il s'habille, est-ce que ça vous choque ou pas? Sincèrement. Non, pas du tout. Ça ne me choque pas qu'il aille récupérer les vêtements des membres de sa famille. Avant que ça ne parte au secours catholique. Déjà, il faut que ça lui aille. Bon, ça veut dire que dans sa famille, ils ont sensiblement la même taille depuis plusieurs générations. Puis, moi, j'ai des oncles, je n'aurais pas pu rentrer dans leurs vêtements. Charles de Castres, vous auriez un château que vous n'avez plus, mais vous l'auriez. Qu'est-ce que vous feriez? Je crois que je le vendrais. Tout de suite, parce que je crois que ce sont des charges épouvantables, ou alors j'essaierais de le rendre rentable, mais ça dépend de l'endroit où il est situé. Est-ce que vous feriez du commerce? Ou est-ce que ça aussi, quand même, pour vous, c'est trop vous demander? Non, je crois que je pourrais faire du commerce, oui. Alors tout de suite, je vous propose de regarder justement ceux qui essaient de se débrouiller avec leur château, qui deviennent des vrais commerçants. C'est un reportage plein d'humour. Tu vois comme c'est beau. L'objet de cet amour, le château des Réaux dans le Val-de-Loire, un petit bijou du XVIe siècle entièrement rénové par ses propriétaires, Florence et Jean-Luc Goupy de Bouillé. En France, il y a plein de châteaux comme ça, mais celui-là, c'est le mien. Je l'aime. Ah oui. On essuie ses pieds avant de rentrer, hein? Vous êtes d'accord? Allez, les chiens. Ah non, pas de cendrier. Alors ça, j'avoue que c'est pas gentil pour mes hôtes, mais je n'aime pas quand ils fument. Les chiens, chut. Je n'aime pas quand ils fument à table. Et puis si vous le demandez, vous dites Madame n'y tient pas. Ce que les gens viennent rechercher au Réaux, comme dans toutes nos demeures, c'est d'être reçus, d'être accueillis. Mais il faut savoir leur donner ce qu'ils attendent de nous. Un château, une châtelaine. Un château, un châtelain. Je suis Florence de Bouillé, je suis une châtelaine. Quand j'entre
dans un des salons là-haut pour accueillir mes hôtes. C'est pas de la comédie, loin de là, mais c'est une mise en scène. Et ils attendent de moi que je sois élégante, que je fasse l'effort de mettre des jolis bijoux. Et j'ai la chance d'avoir des jolis bijoux qui viennent de ma famille. Je vais être joyotée comme une mule pontificale. Tu vas voir comment je me maquille, hein. C'est pas du tout académique, hein. On n'a pas le droit de rire, parce que c'est pas... On n'a pas le droit de rire. Voilà, voilà. Les v'là qui arrivent. Voilà, voilà, c'est toute l'entreprise. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'il faisait beau chez vous? Oui, Est-ce que je peux vous demander une toute petite faveur? Je suis désolée d'interdire de fumer dans cette maison. Merci madame. Je reconnais qu'ils n'ont pas l'habitude de la vie de château non plus. Ah oui. Donc pour eux c'est aussi tout nouveau. Et puis il y a des règles du jeu, je crois que c'est très bien. Ah oui, c'est gentil. Voilà, vous. Merci. Oui. Pardon madame, vous êtes comtesse ou baronne? Alors je suis baronne par mon père. Oui, ça me paraît bizarre, hein? Non. Mais c'est compliqué à vous expliquer. Santé alors, chin-chim. Hein. Alors, Rio. Et vous avez vu quand les tours se reflètent dans l'eau en arrivant là? Mais c'est-à-dire qu'on avait le camion bien embué, donc on n'a pas vu grand-chose. Vous êtes venu en camion? Un minibus. Un minibus. Alors, petite consigne, mais très importante, il n'y a pas de clé sur les portes. C'est voulu. Les chambres d'amis n'ont pas de clé. À partir de maintenant, le château est à vous. Alors, à tout à l'heure, hein. D'accord? Ok, il faut les ambiances. Oui. Il m'appelle Florence, la patronne. Elle a l'air heureuse, Florence de Bouillé. Mais oui, je trouve qu'elle devrait être actrice. Mais est-ce que vous pourriez, comme elle, quand même... Non. Parce que là, il faut quand même louer les chambres, donc on parle d'argent, à un moment donné. Oui, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Mais vous allez, bientôt ne plus exister. Je ne parle pas de vous, mais des quelques autres comme vous. Ça fait 200 ans qu'on essaye de nous bousiller. On est toujours là, hein. On tient le coup. Comment vous ressentez, vous, dans le monde d'aujourd'hui? Je m'amuse beaucoup. Et j'ai des rapports avec l'argent qui, effectivement, sont un peu bizarres. Docteur, mais très bizarre. C'est bien parce que c'est ce que j'allais demander à Sylvie Angèle, un diagnostic. Oui. Non, mais surtout pas jamais de diagnostic comme ça. Je crois que ce que je vous ai dit au début, je ne me reconnais pas, et c'est monstrueux ce que je dis, dans une société de classe sociale, économique, mais une société d'ordre. C'est comme ça que la noblesse française se reconnaît entre elles. Ce n'est pas le montant du compte en banque, ce sont les origines sociales. C'est affreux de dire ça, mais c'est la vérité. Épouvantable. C'est la vérité. Tout aussi épouvantable que de se reconnaître par l'argent. Par la naissance. Ouais. On est quelqu'un parce qu'on est né, ce qui est monstrueux. Mais pourquoi vous l'énoncez? Heureux de vous parce que vous m'avez demandé de dire la vérité. Et la vérité, je l'ai dit ce soir. Oui, mais vous pourriez être d'origine noble et dire, mais tout ça, franchement, attendez, heureusement que la Révolution est passée par là, et on est bien content que ça n'existe plus. Ça lui a bien rendu service. Non, mais vous le revendiquez, ça? Ah non, pas du tout. Ah, bah alors soyez clair et précis, parce qu'on a l'impression que vous assumez ce discours et que vous le revendiquez. Pas du tout. Je suis un digne héritier de la Révolution française. Alors précisez-le. Je trouve qu'une société de mérite, la République française, surtout la Troisième République, est le régime le plus extraordinaire qu'on ait eu en France. Franck Leboeuf. Ah, on a eu chaud. Franck Leboeuf. Alors vous aussi, vous êtes un républicain, un enfant aussi du football. Vous faites partie, je le disais, de nos grands champions depuis le championnat du monde, la Coupe du Monde. Vous habitez en Angleterre, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez une maison, puisque vous êtes dans le club de Chelsea. C'est ça. Et comme vous le disiez, vous avez toujours aussi assumé d'avoir gagné de l'argent grâce au football et vous en êtes content et fier. Bah oui, j'ai eu ma période pain noir où j'ai travaillé, où je devais me lever à 6h du matin et je gagnais pratiquement rien. Vous étiez j'étais à Meaux, en région agent commercial. J'étais agent commercial. C'est-à-dire VRP. VRP. J'avais été viré d'un centre de formation dans le midi de la France et donc tous mes rêves de gamin s'effondraient. Avec, je dois dire, une famille qui avait un peu d'argent, moyennement. Oui, on vivait bien, quoi. Mes parents sont faits tout seuls, il n'y a pas eu d'héritage, j'ai rien eu. Ils sont descendus dans le Midi et puis ils ont monté leur propre entreprise. Donc c'est vrai que j'ai manqué de rien.
J'ai appris à nager très tôt parce que moi j'avais la chance d'avoir la piscine, mais que mon père avait construite. Ça restera, ça. Ouais. Mais voilà, quoi. J'ai manqué de rien, mais je n'étais pas un enfant de riche, quoi. Et donc quand je suis parti pour le football, parce que moi ma vie c'était le football et rien que ça, j'ai dû quitter mes études, j'ai fait un choix. Donc j'ai pris un risque aussi, et puis je me suis retrouvé à la rue à 18 ans, où j'avais rien, et donc j'ai décidé de monter sur Paris pour essayer d'avoir plus de chances pour revenir dans le football. Mais il fallait que je passe par une autre étape. Mais Franck Leboeuf, le risque c'était pour faire du football, ou le risque c'était si je réussis, je deviendrai très riche avec le foot? Ah non, ça c'était complètement... c'était quelque chose qui ne comptait pas du tout. Pour moi c'était le football, moi je voulais gagner, je voulais la gloire, et pas l'argent, j'en parlais même pas. Surtout que ça a changé entre-temps, enfin ce n'était pas à ce point à l'époque. Non, c'était pas à ce point parce que je peux dire qu'on est à peu près, on a à peu près la première génération qui pourra dire qu'il peut vivre de l'argent après sa carrière. Les générations d'avant, tous les joueurs ont dû retrouver un travail, et la chute a été pour certains terrible. Mais nous, on a eu, grâce à cette Coupe du Monde et à ce boom médiatique du football, la chance de pouvoir négocier des contrats intéressants qui nous permettront, j'espère, de vivre tranquille jusqu'à la fin de nos jours. Et peut-être que nos enfants en profiteront aussi. Et vous aviez quand même imaginé à un moment donné que vous alliez faire fortune dans le football, ou c'était inimaginable? Non, bon, on en a peut-être parlé un petit peu avec des copains, ou je sais pas, à l'époque, je dirais que c'était en 89, on se disait, ouais, si à la fin de ma carrière j'ai 3-4 millions de francs, je serais très content. Et aujourd'hui, vous avez combien? Un petit peu plus. Mais c'est pas le problème, c'est que c'est la démesure de la chose, quoi, où on pensait que ce que les anciens avaient fait et ce qu'ils avaient réussi à garder, c'est juste de pouvoir acheter une belle maison et de monter une boîte en jouant un petit peu au poker, parce que ces gens-là, comme nous, n'avions pas suivi d'études spécifiques et qu'on était incapables peut-être de monter une boîte nous-mêmes. Maintenant, l'évolution du temps a fait qu'on passe beaucoup à la télévision, qu'on est obligé un petit peu d'avoir une culture générale et de spécialiser dans tout ce qui est finance et tout le reste. Donc, je dirais qu'on est un petit peu plus apte à se projeter dans l'avenir. Est-ce que vous dites, vous, ce que vous gagnez aujourd'hui? Non, le problème, c'est que... C'est presque public, quand même. C'est-à-dire que ça a été annoncé. L'argent du foot. Ça a été annoncé. On a, bien sûr, pour n'importe quel joueur, quand on se retrouve avec en équipe de France, on en rigole beaucoup, parce qu'on sait entre nous à peu près ce qu'on gagne, et on sait que c'est très exagéré et que ça ne veut rien dire. Et aujourd'hui, vous ne le dites pas, vous? Non, je ne le dis pas pour une chose, parce que je pense pourtant, que... C'est moi qui vais dire, alors. Ouais, vous êtes obligé. Mais c'est difficile de le dire, parce qu'on vient d'un sport populaire, d'un milieu de gens qui viennent au stade et qui payent. Et moi, je le ressens en Angleterre, où les gens se sacrifient complètement financièrement pour aller voir chaque match le dimanche, pour voir des joueurs qui vont gagner beaucoup d'argent, mais qui le méritent. Pour moi, le méritent, parce qu'on fait rêver des gens. Quand on met 1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées après une Coupe du Monde, je pense que personne ne l'a fait, et ce coup-ci, c'est 1,5 million de personnes ne pleuraient pas leurs parents. C'était juste une joie, c'était pas le 1945, c'était pas la Libération. Donc on a fait plaisir à des gens, et je pense que ça n'a pas de prix. Donc après qu'on en retire un certain bénéfice, mais vous avez changé dernièrement, parce qu'avant vous disiez ce que vous étiez payé. Parce que je tombais dans une fourchette. Alors la fourchette, elle est au-delà de 500 000 francs. Non, mais on prend n'importe quel journal de sport, on le sait, entre 500 000 francs, 1 million par mois. On va dire que c'est une fourchette comme ça. Mais la fourchette, quand même. Ça peut être encore plus large. Ça peut être encore au-dessus. Ça ne veut rien dire, ça peut être encore plus large. Mais j'oublie pas qu'il y a des personnes avec qui je joue ou avec qui j'ai joué qui vont gagner beaucoup moins que moi, et donc par respect par rapport à ces personnes, je ne vais pas le dire non plus. S'il y a quelqu'un qui gagne 50 000 francs par mois, ce qui est énorme, mais il faut penser aussi qu'on a une carrière très très courte, et que nous... Non, mais vous n'avez pas à vous justifier. Hein, non, si, on a toujours besoin de se justifier. Parce que c'est ça le problème. C'est se justifier, c'est ce qui me fait mal. C'est que j'ai l'impression par rapport à tout ce qui tourne autour du football, qu'on vole cet argent, qu'on est rentré avec un fusil. Non, mais je le répète, je disais que justement 78% des Français... Vous le dites, mais nous on ne le ressent pas comme ça. Dans le sondage, disent que c'est justement c'est normal, l'argent du football. De toute façon, vous savez, les Bleus, on est pareil à tout vous
tout vous passez. Mais c'est gentil. Y compris C'est gentil, ça. mais là, on a eu cette période faste qui est intéressante, qui est très très bien pour nous. Donc, Mais on en a beaucoup souffert avant. Et puis, ça va vite, quoi. Ça va très vite. Vous faites un mauvais match, et avec ce qu'il gagne, il pourrait courir un peu plus, quoi. Alors ça, c'est terrible pour nous, parce que c'est des phrases faciles. En même temps, ce que je voudrais dire, Franck Leboeuf, c'est quand il y a un transfert, c'est pratiquement du domaine public, ça. C'est complètement du domaine public. Quand le plus gros transfert a été de 400 millions de francs pour Figo, qui est passé de Barcelone à Madrid, qui est le joueur donc le plus cher en termes de transfert, peut-être pas en termes de salaire, ça on ne le saura jamais, mais s'il n'avait rien marqué, s'il n'a rien marqué sur son contrat en termes de pourcentage, les 400 millions, ils sont passés d'un club à un autre, lui il n'a rien vu de tout ça. Et vous avez été racheté combien par le club de Chelsea? Moi j'ai été racheté 20 millions de francs. C'est très peu par C'était rapport à... il y a en 96. Et ça a flambé à ce point. Puisqu'on voit maintenant des joueurs qui ne sont même pas internationaux flamber à 70 millions de francs, 80 millions de francs. Et en Angleterre, je n'en parle même pas, parce qu'en Angleterre, c'est la folie. On ne peut même pas acheter un joueur anglais. Un joueur de deuxième division, bon joueur de deuxième division que vous pensez va pouvoir évoluer en première division, il va culminer à 60 millions de francs. Avant de continuer, je vous propose que l'on se rende en Angleterre chez Marcel Desailly et à Monaco où était auparavant Thierry Henry. Donc je vous propose qu'on regarde les images de ce documentaire. J'attends pour prendre la photo avec la voiture de Henry. Henry et sa voiture. Ah, ok. Avant, c'est vrai que je comptais plus souvent sur les parents pour me faire des cadeaux. Maintenant, je sais que je peux me les faire de moi-même, donc on se fait un plaisir particulier. Mais bon, faut pas croire non plus, j'ai trimé pour me faire des cadeaux comme ça. Donc là, j'en profite. Là, on arrive chez moi. Donc, comme on peut le voir, je vis tout à fait normalement. Je veux dire, c'est un appartement. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même la vue, quand même, faut pas se voiler la face. C'est vrai qu'il y a une vue extraordinaire, mais je me sens à l'aise, donc c'est juste ce qu'il me faut. Et je demande pas plus. C'est vrai que c'est une vie de rêve, mais c'est une cité améliorée ici. Non, c'est vrai qu'il y a pas mal de bâtiments quand même à Monaco, mais bon, c'est pas les mêmes bâtiments qu'il peut y avoir dans ma cité. Paris me manque un peu quand même, mais bon, faut faire avec, c'est le métier. Franck, finalement, Thierry Henry, un peu comme vous, montre assez facilement, Marcel Desailly pareil, qui est dans le même club que vous, montre assez facilement maison, voiture, mais on ne dit pas l'argent. Je m'aperçois que tout le monde, c'est la même chose dans le fond. Ce qu'on veut montrer, enfin je sais pas, Madame le dira peut-être, ce qu'on veut montrer, c'est qu'on est heureux de vivre. C'est que quand on voit Thierry, et Thierry a vécu dans une cité, il se retrouve, et il le dit, il se retrouve dans un autre appartement, mais c'est pas les mêmes appartements que sa cité. Je crois qu'il est simplement heureux de se retrouver dans un appartement face à la mer et de pouvoir réaliser ses rêves. Et c'est ce qui lui importe le plus. Je crois que l'argent peut nous permettre de faire une ou deux folies, mais on a un espace-temps pour gagner le maximum d'argent pour pouvoir continuer à vivre comme on l'a vécu en tant que footballeur. On a peut-être 5-6 ans à gagner le maximum d'argent pour qu'après notre vie puisse continuer. Et c'est vraiment difficile à gérer. C'est vrai qu'on a le coup près. Moi, quand je suis dans mon bureau à régler mes factures et à regarder l'argent, je commence à suer. Parce que j'ai un avenir, je dois cadrer tout ce que j'ai gagné en pensant... J'ai 40 ans, si tout va bien, peut-être plus, peut-être moins, mais j'ai 40 ans à vivre et cet argent, il faut que j'en fasse quelque chose de bien. Donc c'est vrai, je peux me payer une Porsche, Vous l'avez fait, par exemple? Non. J'ai eu une Porsche, mais une petite Porsche. Mais je me mets toujours une limite. J'ai une limite parce que c'est des chiffres énormes pour une voiture, mais je me mets toujours une limite. Et sinon, qu'est-ce que vous dites? Je gère pour le futur? Je gère pour le futur. Donc, est-ce que vous avez pris des hommes d'affaires? Oui, j'ai quelqu'un qui s'occupe. Et ça, mais le problème, c'est que je lui ai toujours dit, mon homme d'affaires le sait, c'est que j'ai confiance en lui à 50%. J'ai toujours peur de me faire arnaquer. J'ai pas fait les études pour ça. C'est bien de le dire. Je travaille très dur, je suis tout ça. Le nombre de joueurs qui ont fait des procurations à des agents et qui se sont fait ruiner, on a connu dans la génération passée. Donc nous, on a suivi ces exemples-là, mais il faut faire très très attention et on est obligé de gérer tout ça et on n'est pas forcément prêt pour ça. Mais
Enfin, vous, on vous sent très mature, hein. Ben, j'espère, on verra dans 40 ans si j'ai bien géré ma vie, quoi. En tout cas, je me sens Mais vous serein. avez investi dans des restaurants, dans des... Non, Parce que Marcel Desailly, lui, a une marque de vêtements ou magasin. Il a où il avait, je sais pas, Oui. mais moi j'ai fait, à l'époque où j'étais en France, j'ai fait un petit peu des biens immobiliers en défiscalisation qui ont bien marché, j'étais content. Sinon, non, c'est plutôt des placements financiers en actions ou obligations. Philippe Bouvard, Voilà. Jean-Yann, comment vous réagissez, vous, à la nouvelle génération de footballeurs et la façon dont ils gèrent leur argent? Moi, pour ce qui me concerne, je réagis très bien. C'est simple, net et précis. Non, mais c'est pas ça, je veux dire, c'est normal, il a parfaitement raison. Il a un certain nombre d'années à jouer au football. Après, on a tous connu, Philippe et moi, les vieux boxeurs, les vieux footballeurs, les vieux sportifs qui avaient des bistrots qui s'appelait l'agneau le matin à 8h. Et puis on allait sur la ruine. Le magasin de sport, et bon, qui touchait plus une bille. Et c'est normal qu'il est dans un endroit et qu'il prépare l'avenir. Je trouve très, très encourageant, très positif qu'on fasse aujourd'hui rêver les jeunes avec des sportifs, parce que quand Jean et moi, nous étions jeunes, on nous montrait surtout des gangsters, des gens pas très recommandables. Et là, que la fortune vienne du courage et d'un don tout à fait extraordinaire pour un sport populaire, c'est finalement très bon. Alors, quand on parle de vous, on dit Lovely Boy. Oui, moi, ça vient de mon entraîneur. C'est votre entraîneur. Ouais. On vous voit dans toutes les fêtes mondaines. Vous aimez bien sortir? Pas toutes. Enfin, beaucoup. Bah, j'en ai fait, oui. Ouais. Mais je dirais que à chaque fois que je sors, c'est surtout pour des œuvres de charité. Donc c'est pour donner de l'argent. Donc on peut pas se plaindre de me voir dans les magazines si c'est pour donner de l'argent à des gens qui en ont besoin, des enfants surtout. C'est surtout pour ça que je le fais, que ce soit la presse insane ou avec Elle Macpherson en ce moment. On fait des choses pour les enfants, pour leur redonner de l'argent. De vous retrouver tout à coup dans la jet set, est-ce que vous en êtes étonné ou pas? Un petit peu parce que notre monde n'avait rien à faire avec le monde du showbiz à Paris ou la jet set à Londres. Nous, c'était complètement autre chose. Comme je disais tout à l'heure, un footballeur dans une émission aussi sérieuse que la vôtre, on n'en voyait pas il y a 10 ans. Sérieuse Oui, non, mais sur le contenu. Et c'est vrai qu'on n'en voyait pas. On n'en voyait pas. Des joueurs qui faisaient de la publicité, à part Platini pour un jus d'orange, pour une boisson, on n'en a pas vu. Là, on en voit, depuis la Coupe du Monde, c'est démentiel. Et puis, peut-être d'autres choses vont arriver, mais c'est vrai que le footballeur a pris une certaine dimension dans la vie de people, je vais dire, et surtout dans la vie de tous les jours. Jean-Yann? On parle d'argent en oubliant une chose normale, et j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est le fait qu'un certain nombre de gens gagnent de l'argent à cause de vous. Il est donc normal que vous en gagnez au passage. Moi, je trouve que les footballeurs qui réussissent à faire venir une foule considérable au Théâtre de France, à vendre, que toutes les télévisions vendent les choses, qu'une quantité invraisemblable de gens gagnent leur vie avec les godasses, les blousons, les vêtements, les t-shirts. Il faut donner beaucoup d'argent à ces gens-là. Mais sur les motivations et les justifications de l'argent, on en a eu deux traditionnelles qui ont été évoquées ici. Il y a celle qu'évoquait Bouvard, c'est le travail. Quand on travaille beaucoup, c'est pas forcément absurde qu'on gagne beaucoup. Il y a le côté exclusif, c'est Franck Leboeuf, c'est Zidane, c'est Catherine Deneuve. Et ça, c'est le côté exclusif. On est unique, on est quasiment en monopole, on fait rêver. Et donc, c'est normal que c'est un prix. Il y a une troisième justification qui est beaucoup plus récente et qui est tout à fait importante dans l'économie actuellement, c'est la prise de risque. Et ça, on va en parler avec et ça, c'est nouveau. Voilà. Après, oui, avec les petites start-up. Pas seulement les start-up, même le chef d'entreprise qui prend de plus en plus de risques parce qu'il y est obligé par l'évolution économique et qui demande qu'en contrepartie, il soit bordé financièrement par des salaires qui, en effet, n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient il y a 10, 15, 20 ans. Nick Hayes, comment vous réagissez à tout ce qui a été dit précédemment? Donc, vous qui avez monté votre société il y a combien de temps maintenant? Il y a 18 mois maintenant. 18 mois. Je l'ai créé en France, oui, ici à Paris. Voilà, vous êtes anglais d'origine. Oui.
Et la société est cotée en bourse déjà? Ah non, pas encore cotée en bourse, non. Mais elle vaut combien là, dans l'immédiat? Lors du dernier tour de table, a été valorisée à 21 millions d'euros, 140 millions de francs. En 18 mois, c'est pas mal. Donc ça, c'est la société. Oui. Non, mais comment vous réagissez, vous, personnellement, donc, à tout ce qui a été dit jusqu'à présent? Oui, enfin, moi, je n'ai pas de fortune. Tout ce que j'ai, c'est dans l'entreprise. J'ai tout investi dans l'entreprise, dans le but de vouloir créer quelque chose. Pas seulement motivé par l'argent. L'argent est important, bien sûr, mais c'était surtout dans une volonté de vouloir créer quelque chose d'exceptionnel et de le faire beaucoup plus rapidement avec l'argent. Donc l'argent, pour nous, c'est une espèce de fuel, une façon d'aller vite et de prendre des parts de marché qu'on ne pourrait pas faire avec de l'argent. C'est aller encore plus vite que le foot, là, hein? Ah oui, ça va vite, oui. Ça va vite, là, ça va encore plus vite. Philippe Bouvard, moi, si je vous demande de combien vous étiez payé pour animer les grosses têtes, à la radio et à la télévision, vous le dites ou pas? J'avais un salaire plus que raisonnable. Et j'avais la faiblesse de penser qu'il était justifié par l'audience et le succès. Mireille Dumas, vous savez que c'est très difficile de savoir ce que gagnent les stars de la télévision. Nous, dans notre journal, on publie dans quelques semaines un numéro sur l'argent de la télévision. Pourtant, la moi, j'y ai répondu. Hein. Et vous avez répondu, mais vous êtes rare. Très rare. Et il y a un autre magazine qui s'appelle Écran Total, qui est un peu un hebdomadaire sur la télé, qui chaque semaine pose la question et qui se ramasse des vestes à chaque fois. Donc ça fait partie de la télévision et l'un des endroits où on parle le moins d'argent? Oh oui. Et comme en plus... le cinéma aussi, non? Comme en plus les modes de rémunération sont extrêmement opaques, extrêmement compliqués entre les salaires, les dividendes, les maisons de production, etc. C'est très difficile de connaître la réalité. Mais vous faites partie des gens qui ne répondent pas quand un journaliste vous demande exactement combien? Vous savez, c'est du passé, je n'ai pas une mémoire tellement... Donc le passé, il est très récent avec vous. Le Nouvel Observateur avait fait un article sur les grosses têtes. Alors dites-nous, puisqu'il ne veut pas... Et il avait, enfin, moi je ne fais pas partie de ce journal, mais il vous avait interrogé, je crois que vous n'aviez pas dit votre salaire, mais qu'en revanche, le chiffre, les salaires, les rémunérations de vos compères étaient fournis avec une fourchette qui était d'ailleurs extrêmement large. Vous êtes gonflé, alors vous avez donné le salaire de vos collaborateurs et pas le vôtre. C'est pas forcément lui qui l'a donné. Non, c'est pas vous. Ah bon, quand même. Mais vous le diriez là ce soir? Par exemple, attendez, c'est fini. Attendez, Philippe, ce soir, vous êtes venu là pour nous dire des choses. Je gagne infiniment moins pour vous répondre que vous ne gagnez pour m'interroger. Ah sûr, évidemment. Vous êtes là gratuitement, en plus, et vous êtes tous dans le même cas. Mais là, vous n'avez plus rien à perdre. Vous pouvez nous dire combien vous étiez payé, non? Toujours, ça restera tabou. Non, attendez. On ne peut pas dire combien on est payé à la radio, puisque de toute façon, l'idée, c'est d'aller dans une autre station pour toucher plus. C'est comme ça, ça fait 30 ans. Encore une fois, il serait indécent, et là je parle sérieusement, ça m'arrive de temps à autre, il serait indécent de formuler des chiffres qui peuvent paraître importants, pour ne pas dire disproportionnés, dans un pays où, je crois, mais je parle sous le contrôle de M. Arthuis, 80% des gens gagnent aux alentours de 8 000 francs par mois. Voilà. Oui, mais les gens demandent... En même temps, c'est là où il y a quand même un antagonisme, c'est que les gens demandent aussi la... Ils ne demandent pas, il y en a très peu qui demandent. Non, alors c'est une affaire de journaliste? Mais oui. Moi, la seule chose dont je peux témoigner, on n'a pas fait de sondage pour savoir quelle était la demande. Nous, on se contente de mesurer les patrimoines professionnels. Il ne s'agit pas de salaire, il s'agit de patrimoine professionnel qui exclut tout ce qu'il y a de bien privé, d'immobilier, d'œuvres d'art, de yachts, d'avions, de je ne sais quoi. Ce que je sais, et il faut le dire les choses parce qu'il n'y a pas de tabou de ce côté-là, c'est que quand on fait ce classement, qui est quand même à fondement très économique, mais malgré tout, c'est notre meilleure vente de l'année. Je crois qu'il faut vivre simplement. Bon, on a une voiture, ça se voit, ça correspond aux moyens dont on dispose. Mais chacun a une vie privée et personnelle. Autant je suis exigeant que sur le respect de la transparence dans la sphère publique, parce que c'est l'argent public, parce que ce sont vos impôts qui participent au financement de ces dépenses-là. Donc ceci doit être bien clair. Mais le reste... Laissons vivre les personnes. Pourquoi l'ensemble de la communauté devrait-elle accéder à ces informations qui relèvent de la vie privée? Moi, je crois que la société ne doit pas privilégier l'étalage, l'exhibition et le voyeurisme. C'est pour ça que nous limitons au patrimoine professionnel, qui est une information autant économique que patrimoniale, et que nous
Nous n'investiguons pas sur la sphère privée et personnelle. Et les chiffres ne veulent pas tout dire. Regardez Jean-Marie Messier, il a révélé qu'il gagnait 20 millions par mois. Et il a des chaussettes trouées. Par an. Vous voyez... par an, Philippe. Par an, oui. 20 millions bruts par an. J'ai peut-être un peu forcé. Donc ça explique les chaussettes trouées. Pour moi, ça reste abstrait. Mais peut-être parce qu'il vit mal, alors. Il a donc un des plus gros salaires de France. On le photographie chez lui et sa chaussette est trouée. Vous êtes pour la transparence des salaires, vous, Jean-Yann? Ça dépend quel salaire. Je suis pour la transparence des salaires politiques et des gens de la politique pour une raison très simple. C'est que si je vais dans un restaurant et qu'on m'a annoncé qu'un sénateur gagnait 38 656 francs par mois, mais que je le vois 7 fois par semaine dans un restaurant où l'addition monte à 6 000 francs, je vais commencer à me poser des questions en me disant où est-ce qu'il a trouvé, ou alors qui est-ce qui l'invite. Comme le fisc, alors, finalement. Mais tout à fait. Vous avez les mêmes moyens de recoupement. Mais oui, bien sûr. Franck Leboeuf, est-ce que vous êtes pour la transparence des salaires? Oui, enfin, je suis pas contre, mais comme je disais tout à l'heure, d'étaler un peu trop nuit forcément à... Mais là, il faudrait répondre oui ou non. Moi, non, je dis. Alors, non. Moi, dans la forme où vous le présentez, je dis non. Philippe Bouvard? Non, parce que dans l'entreprise, ça va créer des tensions supplémentaires. Et à titre privé, il y a des gens qui auront honte, et peut-être que j'en ferai partie, pour un métier qui n'est pas plus inutile que les autres, mais enfin qui est quand même de portée limitée, de gagner 5 fois plus qu'un généraliste ou 10 fois plus qu'une infirmière. Alors avant que l'on continue, je vous propose que l'on regarde le micro-trottoir express. On est allé demander aux gens ce qu'ils pensaient de ceux qui gagnaient beaucoup d'argent et qui le montraient. D'après vous, les hommes politiques et les grands patrons doivent-ils révéler leur salaire? Je ne sais pas. Personnellement, j'aime pas révéler le mien, même si je ne suis pas un homme politique. Mais je pense pas, non, je pense pas. Parce qu'on paye en permanence, on paye pour tout, on nous ponctionne sur tout. Et donc, je pense que ce serait une bonne chose de savoir ce qu'eux, ils gagnent. Oui. Oui. Transparence. Et à votre avis, pourquoi le cachent-ils? Parce que ça, c'est bien français. C'est une information tout à fait privée, personnelle, qui n'a rien à voir avec le public. Pour 2 raisons, peut-être parce qu'ils ont honte, ou peut-être parce qu'ils ont peur de leur percepteur. Est-ce que vous trouvez que les footballeurs ou les stars de cinéma gagnent trop d'argent? Non, parce que leur carrière est courte, donc il faut qu'ils gagnent un maximum d'argent pour pouvoir assurer l'avenir. Je pense que les joueurs font partie intégrante du système, ils gagnent qu'une petite partie finalement de ce que les clubs peuvent toucher en droits de télévision. C'est la demande qui fait l'offre et ils profitent du système, ils ont bien raison d'ailleurs. Moi, ce qui me choque à l'heure actuelle, c'est que justement, il y a des gens qui gagnent des millions par mois et qu'il y en a d'autres qui dorment encore sous les ponts et dans la rue. C'est ça qui me choque. C'est la misère humaine. C'est pas un mec qui a de l'argent, tant mieux pour lui. C'est qu'il l'a mérité quelque part. Je sais pas, s'ils sont fortunés, c'est tant mieux pour eux, mais bon, c'est pas forcément parce qu'ils sont fortunés qu'ils sont, je sais pas, les plus heureux ou quelque chose comme ça. Alors Jean-Yann, c'est vous qui allez réagir en premier. Je crois qu'ils ont tout ça. C'est la même réponse qu'on a dans tous les domaines chaque fois qu'on interroge des gens dans la rue. C'est vrai, il y a un mode de vie français qui est tout à fait différent de ce qu'on connaît à l'étranger. Tout à l'heure, Philippe parlait de la différence qu'il y a entre se promener avec une Rolls ou se promener avec une Ferrari parce que la voiture de sport est bien plus admise. Bon, vous avez une voiture chère, vous allez dans un quartier populaire, vous avez toutes les chances de revenir avec des coups de clé dessus, avec des gens qui ont marqué « salaud et ton pognon si on vous casse pas les vitres ». Bon, vous êtes à Los Angeles, downtown, où pourtant la vie est difficile, vous allez avec une voiture, les gens sont autour de la voiture en disant « un jour, j'aurai celle-là. Je voudrais avoir celle-là ». C'est une question de... Peut-être que M. Arthuis a dit tout à l'heure, c'est vrai, c'est parce qu'on est latin ou parce qu'il y a un comportement tout à fait différent. Gilles Legendre, alors vous, je le disais, vous êtes le directeur de la rédaction du journal Challenge. Et alors, très régulièrement, vous publiez le classement des grandes fortunes. On publie un classement qui est celui des patrimoines. Or là, ce dont on vient de parler à l'instant, c'est des salaires. Et il y a un vrai problème sur la communication des salaires, notamment des grands patrons. Et les choses évoluent très vite en ce moment. Pour ce qui est des fortunes,
On mesure en effet la propriété que des personnes physiques ont dans des entreprises. Et ça, c'est des données qui sont publiques parce qu'on sait comment est composé l'actionnariat des grandes entreprises. Et puis quand c'est plus petit, on le sait aussi parce qu'il y a des déclarations. Et donc on fait des calculs, on mesure ça et ensuite on le soumet aux intéressés en leur disant, ben voilà, on s'apprête le mois prochain ou dans 2 mois à publier votre fortune professionnelle et avec ce calcul-là, on est arrivé à ce résultat-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment le prennent-ils? Alors au début, ils étaient furieux. Ils nous envoyaient leurs avocats. Ils invoquaient des arguments auxquels on ne pouvait pas être totalement insensible. Du genre, mais vous vous rendez compte, on va enlever ma fille à la sortie de l'école. Arguments auxquels nous n'étions pas insensibles, mais qui ne tenaient pas beaucoup, parce que quand il s'agit de M. Michelin ou de M. Arnaud, je pense qu'ils n'ont pas besoin du magazine Challenge pour qu'on sache qu'ils sont riches. Mais quand c'est plus secret, on va dire. Alors, est-ce que vous avez conscience de jouer avec le feu ou vous dites non, finalement, le journaliste doit informer et il doit savoir, et les gens doivent savoir? Nous ne parlons que des fortunes professionnelles à partir d'instruments de mesure. Jamais personnel. D'abord pour des raisons éthiques, déontologiques, parce que justement c'est personnel. Et puis deuxièmement parce que c'est impossible. Donc si jamais nous n'étions pas déontologiques, nous ne pourrions pas le faire, parce que mesurer les commodes Louis XVI, les rois de Miro et les chevaux de course, c'est absolument impossible. En revanche, mesurer les actifs professionnels, c'est possible. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui vous téléphonent maintenant pour vous dire, dites donc, j'ai plus d'argent que ce que vous avez dit? Exactement, et ça c'est très nouveau. Il y a 2 faits très nouveaux. C'est d'abord que les gens sont de moins en moins agressifs par rapport à notre démarche, de plus en plus coopératifs. Et le deuxième fait, c'est qu'alors qu'avant, tous ceux qui nous renvoyaient le questionnaire en disant « j'ai moins que ça » et qui parfois nous le prouvaient, auquel cas nous tenions compte de leurs évaluations, il y a maintenant une frange non négligeable de gens qui disent « mais attendez, j'ai beaucoup plus que ce que vous dites. Vous vous êtes trompé ou vous avez oublié tel aspect. » Alors il y a plusieurs explications. Il faut toujours être pauvre vis-à-vis du fisc, il faut être toujours riche vis-à-vis de son banquier. Quels étaient les 3 premiers dans votre classement? Alors les 3 premiers étaient Bernard Arnault avec 134 milliards, Liliane Bettencourt avec 100 milliards et François Pinault avec 90 milliards. Chiffres qui aujourd'hui, 3 mois après la publication du classement, sont certainement inexacts. Ce qui est très intéressant, et moi je crois que c'est quelque chose qui a affleuré au cours de notre conversation jusqu'à présent, c'est le concept de rapidité. Jusqu'à présent, les fortunes, on mettait du temps à les accumuler. Actuellement, ce n'est plus du tout le cas. Songez juste un chiffre, on publie les 500 premières fortunes depuis 5 ans. Eh bien, cette année, sur les 500 premiers, il y avait 120 nouveaux. Ah, c'est énorme. Et ce qu'on a appelé, avec un petit peu d'ironie, le FMIC, qui est la fortune minimum d'insertion dans le classement, a explosé puisqu'on est à 218 millions de francs. Pour être dans le classement, c'est-à-dire le 500e est à 218 millions de francs, c'est 50% de plus que ce que c'était l'année dernière. Donc il y a une explosion des fortunes, on peut faire fortune rapidement. On a entendu tout à l'heure le Nick Ness qui nous explique que son but n'est pas de faire fortune, mais s'il réussit, il va faire fortune en très peu d'années. Quand il va introduire en bourse, alors ensuite, il utilisera cet argent pour s'acheter des Ferrari ou racheter l'hôtel particulier d'Azaro, mais ou au contraire investir ou créer dans de nouvelles entreprises. Mais il aura fait fortune et il pourra raisonner comme raisonnait Franck Leboeuf tout à l'heure en disant si je veux, je suis à l'abri du besoin et mes enfants aussi et peut-être les enfants de mes enfants. Jadis, c'était pas possible de faire ça en 5-6 ans. Et le désir de transparence, il vient soit de l'admiration, parce que je crois que... Oui, on n'en parle pas assez. Voilà, ça vient de l'admiration. Moi, je crois que ça ne gêne pas les fans des Bleus de savoir que les Bleus gagnent bien d'argent. Qu'est-ce qui vous a surpris? Alors, vous disiez plus de 100 nouveaux au palmarès. Et qu'est-ce qui vous a surpris dans les 500 premiers? Autre chose? C'est qu'il y a de moins en moins d'héritiers. Il y a de moins en moins d'héritiers. Une à la table. Une petite héritière. Elle n'est pas encore dans notre classement, mais on serait très heureux de l'accueillir bientôt. Il faut qu'elle travaille encore beaucoup. Non. Il y a de moins en moins d'héritiers. Et puis les fortunes se font et se défont très vite. C'est très différent d'hériter d'un outil professionnel. Bien sûr. Auquel on participe activement tous les jours. Donc ça n'a rien à voir avec un héritage purement... Isabelle de Bardis, attendez, je rappelle. Donc vous avez hérité d'une entreprise paternelle. Mes parents avaient créé cette affaire dans les années fin 77-78. Mais vous n'êtes pas contre l'héritage, bien évidemment. Non, je ne suis pas du tout contre l'héritage, mais il faut effectivement savoir hériter, savoir profiter pour mériter ses privilèges. Donc effectivement, il y a tout un état d'esprit derrière un héritage. Et c'est vrai que
on est 3 filles, on a hérité d'une affaire à laquelle on a largement participé. Bon, ça fait 17 ans que je travaille dans l'entreprise, mais je crois qu'à un moment donné, il faut bien savoir quel capital on a entre les mains. Et je dirais que c'était toute une discussion d'ailleurs familiale, mon père craignant de nous transmettre trop tôt un certain capital, sachant qu'on avait toujours été éduqués avec une valeur quand même de l'argent. C'était pas tabou, mais malgré tout, on n'avait pas besoin d'en parler parce que c'était pas nos valeurs fondamentales. Et du coup, c'est vrai qu'on a pu bénéficier assez tôt d'un certain confort, et en même temps, on n'a pas l'impression d'avoir été pourri par cet héritage. Donc après, on a effectivement un capital aujourd'hui qui est un patrimoine familial. On dit souvent que mon père est un père de riche parce qu'il nous a tout transmis, ce qui est assez rare. Et effectivement, on est 3 filles. Et donc vous avez fait fructifier. On a fait fructifier, mais surtout, c'est un patrimoine familial. Moi, je veux dire que l'héritage d'un outil de travail, c'est pas du tout pareil que l'héritage d'un capital qu'on reçoit et qui peut parfois, en effet, culpabiliser certains. Bon, peut-être pas dans votre cas, mais on connaît par exemple des gens qui ont reçu trop tôt de l'argent parce que les parents étaient décédés précocement et qui ont mal supporté le fait, peut-être dans une société justement, de disposer d'argent à un moment donné où vous n'avez pas encore accès, je dirais, au monde du travail. L'argent, c'est quand même le pouvoir. C'est le pouvoir aujourd'hui. Dans votre classement, c'est aussi les nouvelles vedettes d'aujourd'hui, qui sont donc les grands PDG, qui sont les personnes qui ont réussi. Et on arrive là quand même dans une dimension tout à fait nouvelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de dire la vraie réussite, ce sont les intellectuels. Hein. Aujourd'hui, la réussite, c'est le pouvoir, c'est l'argent et c'est l'entreprise. On s'est prêté à une petite revue de presse pour savoir qui disait et qui ne disait pas. Regardez. Claude Bébéard, PDG d'AXA, 15,5 millions de francs bruts par an. Jean-Luc Lagardère, PDG de Matra Hachette, 6 millions de francs. Patrick Ponsol, PDG d'Eurotunnel, 3,7 millions de francs. Ils sont encore une minorité à afficher leur rémunération. L'initiative de Didier Pinot-Valenciennes et d'Ernest-Antoine Sellière est donc ambitieuse. Ils invitent les patrons à révéler leur salaire dès 2001. Mais si le chef du MEDEF entend fixer la marche à suivre, il a encore du mal à répondre à la question fatidique. Combien gagnez-vous ? L'initiative de donner sa rémunération comme information appartient à nos actionnaires. C'est le scandale du départ de Philippe Jaffré qui a précipité les choses. D'après la rumeur, l'ex-patron d'Elf aurait empoché 290 millions de francs pour quitter son groupe, dont une bonne partie en stock options. Les stock options, ces fameux paquets d'actions distribués en secret avec la garantie de plus-value. Autre élément déterminant, la pression des actionnaires. Aux États-Unis, où cette pression est évidente, les PDG n'hésitent pas à afficher leur salaire sur Internet. Chez Microsoft, William Gates, plus connu sous le nom de Bill Gates, assume ses $623 000 par an, sans état d'âme. Enfin, le patronat cherche à couper l'herbe sous le pied du gouvernement. Un projet de loi imposant la transparence salariale aux patrons serait en préparation actuellement. Alors vous êtes souriant et en même temps moi je suis souriant parce qu'il y a quand même une donnée technique. Je ne crois pas que les patrons ont pris cette position-là pour céder à une pression de l'opinion, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait une énorme pression de l'opinion pour connaître les salaires. Alors, c'est les actionnaires. Et d'ailleurs, les chiffres qui ont été donnés et qui ont été donnés par les patrons ne l'ont pas été de bonne grâce pour servir une mission de transparence extraordinaire. Ils le sont parce que la plupart du temps, ces boîtes-là sont cotées aux États-Unis et que quand vous êtes coté aux États-Unis, vous êtes obligé de publier votre salaire. Cela dit, c'est très compliqué d'apprécier véritablement ce qu'est le salaire d'un patron. Parce que c'est pas comme vous et moi, et peut-être plus que moi que vous, j'en sais rien, puisque vous êtes chef d'entreprise. Oui. C'est plus simplement un salaire. Il y a un salaire, mais qui fait une toute petite moitié de la rémunération d'un grand patron. Donc finalement, c'est une fausse transparence. Non, parce que vous pouvez être aussi les obliger à publier les bonus, les primes, les stock options, les intéressants, les avantages en nature, les retraites, les couvertures santé, les voitures, les employés de maison, le cas échéant, quand c'est prêté pour des manifestations liées à l'entreprise, etc. Jean Arthuis, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Totalement. Il n'y a aucune pression, c'est juste... Le législateur peut prêter la main, mais ça relève du contractuel. C'est pas le législateur, c'est pas l'État qui doit fixer ces règles-là. Je crois qu'aujourd'hui, les citoyens sont suffisamment vigilants pour exercer ces pressions. Moi, je voudrais rappeler, quand vous étiez ministre des Finances, vous avez voulu savoir, je crois que vous étiez le premier d'ailleurs, à vouloir savoir ce que touchaient les fonctionnaires. Oui, les principaux cadres. J'arrivais dans une maison, j'en étais le patron, et je voulais savoir ce que gagnaient mes cadres. Combien de mois ça a pris ? J'aimerais que vous racontiez attendez, cette histoire. Quelle est votre question ? Ma question était complètement incongrue. Ça veut dire que personne ne l'avait posée avant moi, et ça a pris 6 mois. Et j'ai dû attendre
j'ai dû formuler de nombreux rappels. C'était très compliqué. Et les gens qui répondaient étaient sûrement de bonne foi. Mais dans la sphère publique, le système d'information est tel qu'on ne sait pas répondre à ces questions-là, que ça paraît inopportun, et que finalement, peut-être, ça arrange tout le monde. On a en France, dans la sphère publique, une culture d'opacité dont il faut sortir rapidement si on veut transformer l'État, le rendre plus efficace, plus compétitif. Bon, c'est pas dans la culture. Je considère que dans la sphère publique, tout doit être transparent, qu'il s'agisse de l'indemnité que perçoivent les hommes politiques, leur salaire en quelque sorte. Vous étiez payé combien, vous, comme ministre? Vous savez, c'est un peu comme dans ces grandes sociétés où les pilotes gagnent beaucoup plus que le président. Alors vous devez le dire. Moi, j'avais une rémunération qui était de l'ordre de 40 000 francs. Elle était sensiblement inférieure au cadre. Et encore une fois, je ne vais pas... Vous êtes le seul à avoir donné le salaire. Moi, le mien était parfaitement connu. D'ailleurs, je gagnais un peu moins que mes collègues fonctionnaires parce que je n'avais pas le même régime social. Donc, l'urgence, c'est la transparence. Alors, l'urgence, c'est la transparence. Dans la sphère publique. Sylvie Angèle, alors psychanalyste, psychiatre, comment vous avez écouté tout ce qui s'est dit et qu'est-ce que vous pensez? L'argent est encore tabou ou n'est plus tabou? Alors, l'argent est tabou et l'argent fait partie de l'intime. Juste une remarque, on a parlé là de salaires extrêmement importants ou de chiffre d'affaires ou d'entreprise. Il faut savoir aussi que on a dit que ça faisait peut-être pas, ça fait rêver, mais il n'y a pas vraiment d'envie. Moi, je crois au contraire que les gens sont très envieux et très jaloux. Simplement, quand on est dans des sommes aussi importante, je veux dire, on n'a pas accès, les gens ils connaissent même plus les chiffres, enfin je veux dire, il y a des millions, il y a des chiffres, il y a des zéros, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre d'une certaine démesure pour la plupart des gens qui travaillent et qui sont salariés. Et souvent, je veux dire, j'apprends, mais de façon tout à fait étonnée, que les gens confondent chiffre d'affaires et bénéfices. Non mais ça peut vous paraître étonnant, mais c'est tout à fait vrai. Ils ne savent pas, ils savent pas lire une fiche de paye. Quand je dis, mais combien gagnez-vous par mois, on me dit un salaire, on ne dit pas si c'est sur 12, 13, 14 ou 15 mois. Ça change tout. Est-ce que, simplement pour répondre, est-ce que c'est plus tabou dans notre société en France qu'ailleurs? Absolument. Par exemple, il y a des pays où la vraie richesse est le nombre d'enfants. On vous rencontre, on vous dit, mais combien avez-vous d'enfants? Bon, aux États-Unis, c'est combien gagnez-vous? Donc, il y a un poids culturel, social, qui est différent. Jean Arthuis, je vous remercie d'être venu. Je sais que vous devez partir, donc on continue l'émission sans vous. Et je vous propose à tous de regarder un reportage qui va vous intéresser parce qu'il s'agit d'une femme. Et elle est japonaise et effectivement, elle ne parle pas et elle ne dépense pas son argent comme nous et comme les Français. Photographe, caméra et même la dauphine de Miss France, tout le monde a été convoqué pour accueillir la patronne de M. Kimura, Sonoko Suzuki, la femme la plus riche du Japon. C'est le succès du livre dédié à son fils anorexique, mort à 18 ans, qui a permis à la milliardaire de bâtir un empire financier dans le domaine de la diététique et de la beauté. Il y a vingtaine de journalistes, il y a 4 chaînes de télévision qui sont venues pour la filmer, madame, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Sa dernière folie, devenir à 70 ans la nouvelle Coco Chanel. Elle a dépensé sans compter pour monter sa propre collection à Paris. Je n'avais pas conscience que j'allais devenir la femme la plus riche du Japon. Toute ma fortune, ma richesse, mon extravagance, c'est mon curriculum vitae. Je n'ai vraiment pas honte de montrer mon curriculum vitae. Oui, concierge d'hôtel, s'il vous plaît. Madame Suzuki Sonoko, elle arrive dans 5 minutes. Est-ce que ces collections sont bien arrivées dans son suite? Quand on est riche au Japon, on le montre sans tabou. Et Sonoko Suzuki ne s'en prive pas. Elle vient même de s'offrir un building de 35 millions de francs juste pour abriter sa collection. Elle fait une décision très rapide. Elle achète des buildings comme on achète morceaux de baguette du pain. Pour faire défiler ses mannequins, la milliardaire japonaise a encore voulu se payer un dernier caprice. Faire recouvrir entièrement la piscine du Ritz. Coût de l'opération, 3,5 millions de francs. Je sais que ce défilé a coûté très cher. Tout ça. Je crois que la soirée a coûté 2 millions de dollars. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, on n'est pas payé 1 million de dollars. Les excentricités de milliardaires font recette. Star et Starlet ont répondu présent. Elle a les moyens de s'offrir des petits plaisirs comme un joli défilé dans la piscine du Ritz.
pourquoi se les refuserait-elle, après tout? En fait, cette petite escapade dans l'empire de la mode aura coûté au total la bagatelle de 7 millions de dollars, soit 49 millions de francs. À ce prix, Sonoko Suzuki s'est donné les moyens de s'offrir les plus grands. Quand on aime, on ne compte pas. Vous êtes pensif? Non, mais je trouve que c'est formidable, cette dame japonaise qui vient à Paris pour acheter de long en plus des robes. En prime, ça va lui faire plaisir. Comment vous réagissez, vous, Jean-Yann? Je ne réagis pas du tout, moi. Aucune réaction? Non, non, parce que non, c'est une dame très riche du Japon. Il y en avait une autre, il y en avait plusieurs. Il y en avait une qui s'habillait toujours en rouge. Et puis il y a un couple japonais ou de Hong Kong, je ne sais plus, qui ne vit que dans des choses en or, avec des Rolls en or. Bon, mais ça, si la fortune est démesurée, si c'est pas de chez nous. Franck Leboeuf, est-ce que pour vous, c'est complètement, ça appartient à un autre univers, vous comprenez? Je comprends qu'elle a beaucoup d'argent, qu'elle doit s'embêter, donc elle doit essayer de trouver des choses pour le dépenser et pour continuer à s'occuper. Charles de Castres, alors là, ça vous horripile? Pas du tout, je trouve qu'elle a beaucoup de courage d'acheter des choses chez Dior, c'est vraiment importable. Oui, parce qu'elle ne peut pas, comme vous, les avoir gratuitement, c'est sûr. C'est sûr. Même filière. Mais là, vraiment, je trouve que dépenser de l'argent chez Dior à l'heure actuelle, c'est vraiment foutre du fric en l'air. Enfin, c'est mon avis personnel. Mais elle fait marcher la haute couture française, fait partie des 200 clientes qui font marcher la haute couture. Merci, Madame Japonaise. Alors, Mickey, on le disait, donc vous avez monté une start-up. En 18 mois, cette start-up coûte, vous avez dit, est estimée en tout cas à 140 millions de francs. Oui, elle a été valorisée par les financiers. Oui. Quand vous voyez Madame Suzuki, pour vous, c'est le modèle d'une réussite? Ça vous fait rêver de devenir multimilliardaire ou pas? Non, quand je vois Madame Suzuki, ça me fait penser à rien. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je m'identifie aucune façon dans ce qu'elle fait. Mais ça de fait pas devenir partie de riche, ma vie. est-ce que c'est une envie de devenir riche? Non, l'argent est un moteur. L'argent est quelque chose qu'on utilise pour stimuler nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on a besoin pour mettre dans notre entreprise. Mais c'est pas quelque chose auquel on pense toute la journée. Non, c'est pas. Mais c'est faire de l'argent, pourquoi? Moi, j'aime bien l'argent parce que ça permet de créer des choses et continuer à créer mais quoi? Donc, quand vous... D'autres entreprises, par la suite. Entreprises. Oui, pourquoi pas. Ou développer celui dans lequel je suis aujourd'hui, oui. Oui. Moi, je fais tout à fait crédit sur ce qui vient d'être dit. Simplement, il y a une question d'histoire et de génération. Henry Ford, au départ, c'était pas l'argent qui le faisait rêver. Et puis, il en a accumulé tellement que finalement, il en a joui assez fort confortablement. Peut-être qu'un jour, vous serez Henry Ford et qu'à ce moment-là, vous aurez vis-à-vis de l'argent une position moins désintéressée. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que l'argent de la nouvelle économie, finalement, est virtuel? Parce que tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Virtuel ou hautement volatile, oui, ça fait partie des risques de jeu, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, oui, la société vaut 140 millions, demain peut-être... Oui, ça c'était une valeur. Ces valeurs-là ont beaucoup baissé au cours des derniers mois. Oui, sauf que moi je tiens à préciser que la valeur était post-crash, donc je ne suis pas dans des situations où... Au cas où son banquier et ses actionnaires le regarderaient ce soir. Ou mes futurs actionnaires. Non, oui, effectivement, l'argent a été assez facile à lever pendant une époque. Et à titre personnel, vous avez de l'argent? Non. Non, j'ai investi tout l'argent dans la société. Jean-Yann, alors, je ne sais pas si les gens le savent, mais vous vivez peu finalement en France, beaucoup à l'étranger, aux États-Unis en particulier. Est-ce que vous avez été séduit par ces nouvelles technologies? Non, parce que d'abord, j'ai comme tout le monde un ordinateur et j'ai ramé pendant un bout de temps avant de pouvoir envoyer un email. Donc, mon fils qui a 9 ans est bien plus fort que moi. Non, je retiens de toute cette conversation que mon voisin a dit tout à l'heure que on pouvait faire fortune en 6 ans, et bien mené, j'ai encore 6 ans. Alors, je vais essayer de voir ce que je peux faire. S'il fallait 40 ans, je serais cuit. Philippe Bouvard, est-ce que ça vous aurait plu, vous, d'appartenir à cette jeune génération? Je sais pas, j'ai eu, et pardonnez-moi de parler provisoirement au passé, une certaine sympathie pour ce qu'on appelle la nouvelle économie. J'y ai placé quelque argent que j'avais, ce serait à refaire. Je crois que je placerais cet argent plutôt sous mon matelas. Ah bon? Ah ben oui, un écroulement, enfin non, mais c'est dramatique. Hein, Mais vous avez perdu? Ah oui. Ouais, c'est-à-dire que vous êtes mauvais, vous, en affaires? Très mauvais. Très mauvais. J'ai su parfois gagner de l'argent, je n'ai jamais su ni le garder, ni le faire fructifier. Alors on s'est amusé à retourner dans la rue et à demander aux gens qui n'avaient pas d'argent s'ils gagnaient vraiment beaucoup d'argent, ce qu'ils aimeraient faire. Parce que j'imagine que vous, en partie, mais vous me le direz après, vous avez quand même réalisé certains de vos rêves grâce à l'argent.
Si vous deveniez millionnaire du jour au lendemain, Oui. est-ce que vous le diriez ou bien le cacheriez-vous à tout le monde? Je pense que je dirais que j'ai gagné beaucoup d'argent, mais que je dirais pas que je suis millionnaire parce que tout le monde viendrait me taxer. Non, je le clamerai pas sur tous les toits, parce qu'il y a trop de parasites qui se précipiteraient. Ah non, je le dis, moi. Je le dis, ouais. De toute façon, j'aurai un train de vie différent, donc on le verra, ça sert à rien de cacher. Et que feriez-vous si vous deveniez riche? Je plaque tout, je voyage. J'irai boire un café à Rio et après j'irai à Moscou me boire une petite vodka et danser une valse à Vienne. Et aujourd'hui, selon vous, quel est le meilleur moyen de devenir riche? Travailler. Ça a toujours été comme ça. Moi, je pense que c'est le travail. D'être vrai, authentique, exercer ses talents. Honnêtement, c'est de gagner au loto. Hein. ou sinon, piquer dans la caisse. Hein. Prier le Seigneur. Ça vous fait rire? Brother, il a trouvé l'histoire facile, quoi. Mais quoi faire de son argent, je crois que c'est une question générale un petit peu difficile à personnaliser. Mais je pense que moi, le principe le but pour moi, quand j'ai su que je gagnais de l'argent, c'est me dire, voilà, moi quand j'ai une envie, j'ai envie d'y répondre et c'est une possibilité grâce à l'argent. Et comment vous vous êtes fait plaisir la toute première fois? Qu'est-ce que vous êtes acheté? Certainement, je suis parti en voyage et certainement, j'ai dû faire un beau cadeau à mon épouse. Voilà, quoi. Ah oui, j'avais oublié de dire que vous étiez marié avec des enfants. Ouais. C'était le premier cadeau. Et le rêve aujourd'hui? Le rêve, pouvoir me faire plaisir dans la vie, c'est tout. Philippe Bouvard. Oh, moi j'ai caressé un rêve toute ma vie et j'essaierai de le caresser le plus longtemps possible. Ça n'est pas d'être riche, c'est de parvenir à vivre comme si je l'étais. Si vous aviez de l'argent, enfin, Charles de Castres. Mais je crois que le plus grand luxe que je m'offrirais, c'est de ne pas penser à l'argent, de ne plus y penser. Je croyais que vous n'y aviez jamais pensé. En fait, c'est une obsession, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Non, on y pense tous, mais bon. Et puis, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que les linceuls n'ont pas de poche. Alors, ça sert à quoi d'accumuler Il ne faut pas oublier ça. Ouais, ça on est content de l'entendre dire. Jean-Yann, est-ce que vous avez réalisé à peu près tous vos rêves grâce à l'argent? Si tout à coup J'aurais jamais beaucoup d'argent. J'aurais pas pu avoir beaucoup d'argent. Vous gagnez au loto? Mais je joue pas. J'étais sûre que vous alliez me répondre ça. Alors, vous devenez héritier. De qui? Quelqu'un décide de vous faire légataire. Je voudrais bien avoir l'adresse parce que j'échangerais mon mode de vie si j'avais des certitudes comme ça, des choses. Non, qu'est-ce que je ferais s'il y avait beaucoup d'argent? Je continuerais. Bon, j'aurais, si vous voulez, D'abord, je m'en irais de France. Mais vous êtes déjà à moitié parti. Oui, non, je suis déjà à moitié parti, mais là, je partirai définitivement. Et j'irai vivre très probablement à Bali ou dans un endroit comme ça, où je serai au bord de la plage avec la main dans un paquet de loukoum et l'autre main sur une paire de seins. Donc, je vais pas rester pendant des années dans les voitures, les encombrements, le stress, les déjeuners qui durent 4 heures, les discussions avec les gens. Donc là, je suis obligé, évidemment, de rester un petit peu dans tous les pays en continuant une activité, mais vraiment, tous les matins, quand je me lève, j'entends la voix de la retraite qui crie « Jeannot !» Et je me dis, il va bien falloir que j'y réponde un jour. Alors maintenant, pour continuer l'émission, Jean-Yann, si vous le voulez bien, je vais vous demander de venir vous asseoir à côté de votre ami de plus de 50 ans, Philippe Bouvard, afin que je vous pose des questions, d'ailleurs à l'un et à l'autre, des questions un tout petit peu plus personnelles. Alors, Jean-Yann, oui. Vous disiez précédemment, maintenant vous êtes devenu écrivain, c'est plus facile. C'est vite fait, c'est vite dit. Vous venez d'ailleurs de publier un livre, hein. Alors le dictionnaire des mots... Il n'y a que moi qui les connais. Dictionnaire des mots, il n'y a que moi qui les connais. Ah oui, voilà, j'étais sûre que j'allais me tromper et qu'il n'y avait que vous pour le dire. Oui, c'est parce que j'aime bien les titres, j'aime bien jouer avec les mots comme ça, et en plus j'aime bien faire des fautes volontaires de français. Tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, ou là, le dictionnaire des mots, il n'y a que moi qui les connais, puisqu'il n'y a que moi qui les connais. Si vous le dites. Alors, moi j'ai repris quand même quelques phrases tout au long de ces quelques années de votre petite carrière. Non, sérieusement, ça fait combien d'années, Jean-Yann? J'ai fait mon premier spectacle à 18 ans, j'en ai 68, ça fait donc 50 ans. Voilà, 2 enfants.
Oui, enfin, 2 enfants, il y en a un qui a 30 ans, l'autre 9. Alors, ça va. Donc, jeune père. Voilà, jeune père. Ouais. Et alors, vous vous vantez, vous êtes toujours vanté d'avoir un QI de 21, juste en dessous de l'huître. Vous pouvez me préciser un peu ? Je n'ai pas inventé, je m'en suis pas vraiment vanté, c'est ce qu'on m'a dit à l'armée. C'est-à-dire qu'à l'armée, j'ai fait les tests et j'ai eu 28. Donc, j'ai eu 21. Ce qui est un record. C'est un record parce que l'oursin... C'est combien la moyenne ? L'oursin, c'est 28. Alors donc, par conséquent, je suis au-dessous de l'oursin. Et on m'a gardé. On m'a jugé apte à faire mon service militaire à 21 de QI. Et j'en ai déduit que quand on a 21 et qu'on est pris dans l'armée, c'est que les officiers ont 30. Alors, vous avez toujours été provocateur. Comment vous définir ? Est-ce qu'on anarchiste ou pas ? J'étais anard de droite, après j'étais... moi, la définition que je préfère, c'est plagiste-léniniste, parce que je trouve que je suis bien sur les plages et pour lire Lénine. Alors, sérieusement, pourquoi vous n'habitez pratiquement plus en France ? Je suis allé à Hollywood parce que je faisais du cinéma. Si j'avais fait de la porcelaine, je serais allé à Limoges, et si j'avais fait du nougat, je serais allé à Montélimar. C'est vrai, j'ai envie de vous dire logique. Le type qui veut faire du nougat à Limoges, il est mal parti. Le type qui veut faire de la porcelaine à Montélimar ou à je sais pas quoi. Alors, ce que vous disiez tout à l'heure, pas d'attache, pas de voiture, pas de maison. Justement, c'est le contraire finalement de vous. Je le connais depuis 50 ans. Et je dois dire que je l'ai toujours perçu comme un marginal, au meilleur sens du mot, comme quelqu'un qui était à part, qui avait d'ailleurs sa morale, sa façon de vivre. C'est un extraterrestre pour moi, mais un extraterrestre surdoué. Est-ce que réellement vous vous fichez de tout, comme vous l'avez souvent dit ? Il y a des choses qui sont importantes à vos yeux. Mais je ne me fiche pas de tout. Je dis je n'accorde pas une importance excessive parce que je suis à peu près, je suis tout le temps persuadé, c'est peut-être un défaut, j'en sais rien, que ce que je fais est périssable. Donc, si vous voulez, c'est pas se foutre de tout, c'est n'accorder aux choses que ce qu'on doit leur accorder parce que ça n'est pas très important. Alors, vous avez toujours déclaré aussi que vous vous suffisiez à vous-même. Alors, je n'ai pas tout à fait dit ça. J'ai dit je suis avec les gens, je suis presque aussi bien que quand je suis seul. Ouais. C'est pas tout à fait pareil. Pardon. C'est-à-dire, mais oui, bien sûr. C'est pire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Que vous êtes misanthrope ? Écoutez, pas du tout. Je pense que sur une année et sur l'ensemble, sur 365 jours, je préfère avoir une majorité de jours où je suis seul qu'une majorité de jours où je suis avec du monde. Mais ça ne veut pas dire que je suis un sauvage. Je me régale d'arriver j'arrive à l'aéroport, j'ai mon sac, je file mes bagages, je monte dans l'avion, je suis peinard. Si jamais il y a un mec qui vient, si je suis tout seul, par exemple, s'il n'y a personne à côté de moi, alors ça c'est le plaisir, ça c'est le bonheur. Mais vous préférez voyager seul que de partager, par exemple. En général, le voyage, on aime le partager avec quelqu'un. Avec quelqu'un que l'on aime. Non, parce que si vous voulez... Là, il est surpris. Il part pas, il fuit. Ah, c'est ça votre interprétation, vous ? Oui, il fuit quoi ? Il fuit un monde qui l'intéresse plus, il fuit des contemporains qui lui posent toujours les mêmes questions, et puis peut-être qu'il se fuit un peu lui-même aussi. Hein. Mais non, mais je fuis pas, c'est tout, c'est rigolo. Bon, par exemple, je vais vous dire, je vais fâcher des gens parce que mais c'est la vérité. Je n'aime pas la nourriture du Périgord. Dans le Périgord, on mange que les trucs qui ont été faits 3 ans plus tôt. On mange jamais un machin frais. Alors les gens disent, on va te faire goûter un de ces foie gras. J'aime pas le foie gras. D'accord. Après, on va se taper un confit formidable. Alors il goûte bon. Vous voulez dire que vous êtes toujours, en fait, un petit Armagnac, je teste ça. Toujours déçu ou c'est toujours à côté de ce que vous attendez ? Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'heureux ou de malheureux ? Non, de tout à fait heureux. Sans parler de luxe, si vous voulez, qu'on a évoqué longuement aujourd'hui, je trouve que c'est plus agréable d'être assis dans une voiture confortable que dans un tape-cul. Je trouve que c'est mieux d'avoir des fauteuils confortables pour regarder une grande télévision que d'être sur un tabouret à regarder une télévision petite. Donc, par conséquent, et c'est mieux d'être seul aussi, quand même. C'est mieux que d'être seul pour travailler, pour écrire, pour réfléchir, pour lire. Mais pourquoi ? Parce que les gens vous ennuient ? Vous les trouvez trop... Mais parce que... c'est parce qu'il y en a plein, des gens. Donc, par conséquent... Non, mais ils vous ennuient, la plupart des gens vous ennuient. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est ça que je vous demande. Oui, bien sûr. Donc, vous préférez être seul. Mais j'ai rien à leur dire.
J'ai rarement quelque chose à leur dire. Je parle pas de ma famille. Je vais dîner avec ma maman qui, Dieu merci, est toujours de ce monde. Par rapport, pareil, à la solitude, est-ce que c'est vrai? Parce que maintenant, je me méfie quand même de ce qui est écrit. Vous avez dit, dormir avec quelqu'un, c'est l'enfer. Je sais pas si j'ai vraiment dit que c'était l'enfer, mais c'est vrai. De toute façon, c'est peut-être trop chauffé dans votre chambre à coucher. C'est pas l'enfer, si vous voulez. C'est très désagréable. Mais qu'est-ce qui est désagréable? De dormir avec les gens. C'est agréable de faire l'amour, mais après, il faut se tirer. Je veux dire mais c'est une horreur. Il est pire que vous. Mais non, mais je vais vous dire, écoutez... vous êtes misanthrope et en plus misogyne. Mais pas du tout. C'est très désagréable d'être dans un lit. On ronfle, on a envie de se lever, on veut boire un coup. Chaque fois qu'on attrape la bouteille d'eau minérale, évidemment, on fait tomber la montre, la lampe, enfin... Donc chacun chez soi. Mais bien sûr. Non, mais c'est vrai, vous rentrez chez vous, vous avez un confortable canapé, des livres intéressants. D'un seul coup, on ne saura jamais pourquoi, vous prend une frénésie d'un bouquin de peinture sur je sais pas quoi, les peintres dans la Renaissance. Vous prenez ce truc-là et puis vous le regardez. Vous avez soit vous servez un verre, vous êtes content, vous avez 1 heure, 2 heures. Vous êtes avec quelqu'un, dit qu'est-ce que tu lis? Et tu le lis jamais d'habitude. C'est bien pour ça que je l'ai pris maintenant, puisque je le lisais pas les autres fois. Donc je suis en train de regarder ça. Mais alors la peinture de la Renaissance, mon vieux, dis donc, il faudrait me payer cher pour que je dise une connerie pareille. On te demande pas ton avis, fous le camp. On est déjà dans des dans un cas normal de. Oui, je vois les choses comme ça souvent. Et c'est aussi caricatural que ça, la vie, dans le fond? C'est pas aussi caricatural que ça. Je crois, c'est vrai que la chose qui peut sauver non seulement les couples, mais les amis ou les gens qui peuvent être ensemble, c'est effectivement le confort. Je parle pas de l'argent, là, on parle plus d'argent. Le confort. Famille d'ouvriers, Jean-Yann? D'ouvriers, pas exactement. Mon père était ébéniste avec mon oncle. Donc, c'est un métier de création. J'ai failli être ébéniste, j'aurais bien été ébéniste. J'aimais beaucoup le bois, le travail du bois, des meubles et tout. Et vous le regrettez? Non, pas du tout. Mais je dis toujours que, de toute façon, je ne regrette rien du tout. Je n'ai jamais fait le moindre effort pour quoi que ce soit. C'est vrai ou c'est encore par provocation? Non, mais pas du tout. Je n'ai pas fait le moindre effort pour quoi que ce soit parce que j'ai eu l'occasion de faire des choses et j'aurais pas eu honte de ne pas les faire. Bon, je sais qu'il y a des choses que j'aurais pas faites. J'aurais pas voulu être dans l'enseignement, par exemple, parce que j'avais absolument aucun sens de la pédagogie. Bon, je serais pas devenu médecin. J'aurais pas aimé être dermatologue, je voulais pas toucher de la viande avariée. Donc, si vous voulez Quelle horreur. Je voudrais vous demander quand même comment vous faites pour qu'on continue à vous aimer, à être aussi attachant et à être toujours aussi désagréable. Je suis pas du tout désagréable. Non, regardez, je suis d'une amabilité. Pas avec moi. Formidable. Mais je suis toujours comme ça. Je dis pas aux gens, quand je dis, par exemple, je dis tout le temps que je dis aux dames, je suis presque aussi bien avec toi que quand je suis tout seul. Je le dis pas en disant vieille salope, casse-toi avec la gueule que t'as, tes bas tombant sur tes chaussures et ton vieux peignoir mal fermé, c'est pas la chose d'Aznavour. En plus, il le cite Aznavour. Je dis gentiment, c'est formidable, je suis très heureux d'être avec toi. Je sais presque aussi bien que quand je suis seul. Ah oui, c'est plutôt gentil. Mais est-ce que c'est pour vous protéger? Est-ce que vous êtes d'une extrême sensibilité ou vous êtes vraiment comme ça? Je dis la vérité. Bon, d'accord. Alors, Philippe Bouvard, est-ce qu'il est, d'après vous, heureux ou malheureux? Votre ami de l'école du journalisme. Moi, je pense qu'il est heureux, mais que sa conception du bonheur est très personnelle. Bon. Oui, c'est ça, c'est tout à fait différent. On n'en saura pas plus. Jean-Yann, pour vous, Philippe Bouvard est un homme heureux ou pas? J'ai lu pratiquement tout ce qu'il a écrit. Je crois qu'il va commencer à être heureux parce qu'il écrit de mieux en mieux. Et je suis assez content que des événements l'aient enlevé d'une espèce d'aventure. Vous parlez de l'arrêt des grosses têtes. De l'arrêt des grosses têtes où les gens se sont illustrés dans la connerie d'une manière absolument invraisemblable. Donc vous dites que maintenant, enfin, il peut être heureux. Il aura, bien sûr. Je voudrais quand même lui demander, alors Philippe Bouvard, est-ce qu'il a raison?
Est-ce que vous êtes maintenant plus heureux qu'avant? Non, je crois pas au grand bonheur, je crois à la succession, à l'addition des petits bonheurs qui aident à mieux passer sa vie. Je n'ai pas à me plaindre de mon existence. Simplement, je me suis rendu compte à un certain moment, sans d'ailleurs rien faire pour changer cet état de choses, que j'aurais pu faire beaucoup mieux, que j'avais pas été assez ambitieux, que j'avais été au plus facile, au plus rentable, et que... Autocritique, c'est bien. Est-ce que vous avez le sentiment d'être allé aussi parfois trop loin? Oh non, trop loin, non. Non, j'étais un faux audacieux. La preuve, c'est que mes employeurs m'ont toujours laissé la bride sur le cou. C'est donc qu'ils n'avaient rien à redouter de moi. Et que j'avais une autocensure qui désarmait la censure. Misogyne dans les réflexions que non, que, ça me que fait, vous ça me faites. fait rire. Souvent parce pour que, les femmes, on est très parce que tout ce que dit Jean, tout ce qu'il écrit me fait rire. Et puis peut-être parce que il dit souvent les horreurs que je n'ose pas proférer. Mais pourtant, vous en avez proféré. Parfois, vous n'avez jamais le sentiment d'avoir été vulgaire, grossier. Mais attendez, vulgaire par rapport à votre excellente éducation. Ça, c'est une façon de ne pas répondre, ça. Pas du tout, je vous réponds. En tant que femme, quand on écoute de temps en temps les blagues, on écoutait les blagues des grosses têtes ou de certaines émissions. Il fallait pas les écouter si vous saviez que ça allait vous choquer. Non, ça, vous êtes un peu. C'est difficile pour les femmes, c'est un peu plus difficile. Mais alors, faut pas écouter, c'est pas fait pour vous. Alors Philippe Bouvard, plus sérieusement, plus de 70 ans, vous n'aviez pas du tout envie d'arrêter les grosses têtes. Ça faisait combien de temps que ça existait? 24 ans. 24 ans. Ça a été difficile, douloureux. Oui, il y a eu un petit travail de deuil à faire. Je pense qu'effectivement, il aurait fallu à un certain moment passer le relais et que je me serais éloigné tout doucement au milieu de l'amitié générale, alors que je suis parti comme un péteux et que après 35 ans de bons et loyaux services, je n'ai trouvé le jour de mon départ sur le trottoir de la rue Bayard qu'un vigile pour me serrer la main. Est-ce que ce n'est pas toujours comme ça? Moi, je sais pas, ça m'est jamais arrivé pour les raisons que j'ai évoquées au début. Vous partez toujours de toute façon avant, comme ça vous évitez ce qui est arrivé à Philippe Bouvard. Non, mais on m'a viré tellement de fois, moi, que de toute façon, on pouvait pas me virer après 25 ans. On me virait après 25 jours. Donc, par conséquent, j'avais pas eu le temps de m'habituer, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ou qu'est-ce que je peux vous souhaiter à l'un et à l'autre? Déjà, c'est que moi, je me fasse pas engueuler parce qu'il est tellement tard que quand je vais arriver, personne ne va croire que je suis resté jusqu'à cette heure-là. Je fais un petit papier, je vais vous faire un mot. Moi, je sais pas. Moi, je veux que ça continue comme ça. Simplement, c'est banal de dire ça. Je pense que si tout va bien, mes 21 de QI vont rester dans l'état où ils sont et je continuerai à avoir le cerveau qui fonctionne. Je souhaite que le corps suive parce que dans les trucs que je fais, il faut que je me déplace. Et vous, Philippe Bouvard? Je souhaite de travailler le plus longtemps possible parce que c'est ma vie et c'est ma passion. Et pour vous être agréable, d'être un peu moins vulgaire. Je vous remercie tous les deux d'être restés aussi longtemps et aussi tard. Quant à nous, nous nous retrouvons dans 15 jours pour une autre émission, une autre vie privée, vie publique. Si vous souhaitez faire connaître vos réactions ou apporter des suggestions, retrouvez-nous sur vieprivéviepublique.com. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.